investir autrement que via l'école, parce que je pense que l'éducation est très limitée si votre but c'est d'acquérir des compétences qui peuvent se monétiser. CF, le fait que les gens gagnent pas d'argent après avoir fait des études, et c'est là que tu te rends compte que plus le réseau a un format court, plus en fait t'es suivi par des débiles mentaux. C'est comme ça. Contexte trop sécuritaire, idéalisation des femmes, et donc globalement je parlais quasiment pas aux filles. On va prendre son petit sac à dos et on va y aller. Hop, hop, hop. Et on va se prendre des murs, tout comme on s'est pris des murs dans le sport. Sauf que, comme j'ai vu que j'étais capable de les traverser, ces murs, bah je vais être capable de les traverser dans les autres domaines. Et tu fracasses tout. Ça, c'est un truc dans l'imagerie des mecs, c'est ouais, les mecs, les meufs, elles vont te remarquer, elles vont te dire oh ouais, t'as un trop beau physique, t'es trop stylé. Ça n'arrive jamais. Soyez pas surpris qu'elles vous prennent pour un débile mental. Ce sera entièrement mérité. Bon, après, peut-être qu'elle aussi, elle écrit comme une débile mentale. Auquel cas, bon, bah finalement, peut-être que ça vous fera un point commun et ça matchera. Mais bon, je vous le souhaite pas. Davai Team, bonjour, c'est Amaury, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mieux vaut fait que parfait. Nous sommes actuellement lundi 24 juin, 15h19, podcast qui devrait sortir ce jour, en tout cas sur les plateformes Spotify, etc. J'espère que vous allez bien, ça fait 2 petites semaines je crois depuis l'épisode précédent. Vous l'aurez compris pour les personnes les plus assidues à ce podcast que finalement le rythme de diffusion est ce qu'il est, ça sort quand ça sort. Je détaillerai encore un petit peu le pourquoi, du comment. Je n'assure plus le même rythme de diffusion qu'au début. Par la suite, vous allez comprendre. Podcast, pour ceux qui sont nouveaux, toujours en 3 parties comme d'habitude. Partie numéro 1, la semaine vers la liberté. Je vous présente en fait les dernières actions que j'ai menées d'un point de vue business ou personnel ces derniers jours, que je vous partage pour que vous puissiez en tirer des enseignements, connaître les dernières actualités de mon quotidien, etc. Partie toujours très intéressante où ça vous permet, pour ceux qui ont envie de se lancer dans des projets business, des projets professionnels, des projets d'études, ce que vous voulez finalement, de vous dire ok, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il met en place, quelles leçons je peux en tirer, comment je peux mettre en application certains de ces conseils, et voilà, tout simplement. Partie numéro 2. Vous l'attendiez depuis un moment, je vous ai mis un petit sondage sur Instagram justement l'autre jour, amaury.vermerge pour ceux qui ne sont pas abonnés à Instagram, où je vous disais, j'hésite entre 2 thématiques de podcast. La première, séduction, l'avant, après musculation, et la seconde qui était addiction aux jeux vidéo, comment devenir le personnage principal de sa vie. De pas beaucoup, vous avez préféré le thème du jour qui est séduction, avant, après muscu. Donc, on va parler de ça. Et dans l'épisode suivant, je pense qu'on parlera de l'autre thématique, 2 sujets qui m'intéressaient énormément d'aborder. Je vous avais dit, pour ceux qui me suivent depuis plusieurs mois, voire années sur YouTube, que je vous parlerai un peu de la partie séduction et des impacts que la musculation a eu dans ma vie à ce sujet-là. Je comprends bien pourquoi ça vous intéresse. La plupart de façon des personnes qui me suivent, ce sont des hommes. Donc je comprends bien que vous puissiez vous demander si oui, est-ce que vraiment se transformer physiquement, ça peut avoir un impact positif ou pas sur cette thématique, qui est une thématique fondamentale. Disons les choses clairement. On reviendra un peu sur pourquoi c'est fondamental après. Contrairement à ce que certaines personnes voudraient dire, oui, les mecs, on n'a pas besoin des meufs, blablabla, blablabla. C'est faux. J'ai détaillé un peu mon opinion là-dessus par la suite. Donc ça, c'est la deuxième partie, donc pour la partie expérience de vie. J'ai toujours pas trouvé de meilleur nom. Et troisième et dernière partie, vos questions en lien avec cette thématique, parce que vous m'avez posé des questions en lien avec cette thématique là aussi sur Instagram et sur d'autres sujets qu'on en profitera pour aborder. Il y a pas mal de questions hyper cool cette semaine. Donc cette partie sera sûrement assez longue aujourd'hui, mais avec des réponses à plein de questions vraiment pertinentes. J'apprécie d'ailleurs que vous ayez des questions de plus en plus pertinentes, parce qu'au début, il y avait des questions, disons-le, un peu nulles. Une question, toutes les questions ne se valent pas, donc toutes les réponses à vos questions ne se valent pas. Donc je suis content qu'on puisse approfondir de plus en plus sur des questions qui ont vraiment du sens, qui sont pas juste oui, Amaury, c'est quoi le meilleur exercice pour prendre des bras ? Je vais pas dire on s'en bat les couilles, mais presque. Donc ça va être très cool. Si vous n'êtes pas encore abonné à ce podcast, parce que vous le regardez actuellement sur YouTube, je vous invite à vous abonner et à liker. Si vous vous écoutez plutôt ce podcast sur des plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast, si ma mémoire est bonne, faut m'excuser, j'ai 32 ans, ma mémoire peut être défaillante par moment, c'est bien évidemment faux. J'ai une excellente mémoire, notamment des visages, on y reviendra. 5 étoiles. On a d'ailleurs dépassé les 5 étoiles. On doit être à 102 étoiles actuellement. Ce qui est vraiment insane pour un podcast lancé un peu comme ça sur un coup de tête. Donc, trop content que tous les sujets que je partage fassent écho chez vous et que vous soyez de plus en plus nombreux à les écouter. On se rapproche petit à petit des 400 abonnés sur Spotify. Je vous tiendrai au courant quand on aura dépassé ce seuil. Bien. Les présentations étant faites, vous savez pourquoi vous êtes là, vous savez pourquoi ça vaut le coup qu'on reste ici à discuter ensemble pour une petite heure. Ça fait déjà 5 minutes que je raconte ma vie. Donc sans plus tarder, on est parti tout de suite pour la semaine vers la liberté, partie 1.
Alors, il y a plusieurs sujets. J'avoue, je ne sais pas par lequel commencer, comme d'habitude. Je vous en ai parlé il y a un moment, j'ai toujours mon petit carnet avec mes notes, que ce soit pour la partie entraînement, la partie projet, ma to-do list, etc. Je vous recommande vraiment de faire ça. Ça fait quelques mois que je le fais. Vraiment, c'est un plus au quotidien, c'est très pratique. En plus de noter des trucs sur son téléphone, bien sûr. Donc, je vous recommande vraiment d'avoir un petit carnet, pas de vie, mais un petit carnet où vous prenez des notes, vous savez, vos to-do list de la journée, de la semaine, du mois, vos grands événements que vous ne devez pas rater, sur lesquels vous avez tout planifié. Très intéressant. Bien plus que de tout noter de façon digitale. Le fait de transcrire des éléments sur papier, c'est un vrai plus, c'est d'avoir le fait de matérialiser dans le réel ce que vous avez dans la tête, c'est un vrai plus. Voilà. Petit aparté carnet terminé. Bien. Je vous propose qu'on commence par parler de... Allez, on va parler de ça en premier. Mon nouveau programme de muscu. Alors, comme vous le savez, j'ai eu une époque où j'ai commencé la musculation. On y reviendra un peu par la suite sur la partie 2 pour que vous ayez tous les éléments en main. J'avais commencé par de la muscu en salle, environ 6 mois. Petit à petit, j'ai très vite switché sur de la muscu au poids du corps qui me parlait beaucoup plus, avec une dimension performance qui était... performance et artistique grâce aux figures qui me parlait beaucoup plus, où j'ai fait ça donc pendant plusieurs années, notamment plusieurs années les figures. Et là, je suis repassé depuis 6 mois à peu près, non un peu moins, ça fait pas encore autant, 3 mois on va dire, sur de la muscu pure poids du corps, où j'ai délaissé le côté performance figure. Alors il y en a toujours une petite composante parce que c'est quelque chose qui me parle, mais plus autant qu'avant. Donc là on est plus dans une optique développement physique, hypertrophie comme on a en muscu en salle mais au poids du corps. Et depuis 2 semaines maintenant, j'ai même décidé que j'aurai mon prime physique d'ici la fin de l'année, à 32 ans du coup, enfin 33 d'ici la fin de l'année plutôt. Et l'idée c'est de me dire, ok, je vais avoir le meilleur corps que j'ai jamais eu de ma vie. Donc j'articule mes entraînements autour de cet objectif. Et donc pour ça, quel est le plan que je suis? J'ai quelques contraintes. La première, c'est que je m'entraîne 3 fois par semaine. En tout cas, 3 fois par semaine dans cet objectif-là. Je peux rajouter un entraînement en extra avec des potes pour le plaisir, pour le fun, ou retravailler des figures, des équilibres, ce genre de choses. Mais c'est pas en lien avec mon objectif de performance. Je peux même me dire une fois dans la semaine, je vais courir, ça me fait du bien, c'est cool. Mais de hypertrophie, développement physique pur, j'ai 3 entraînements. 2 haut du corps, 1 bas du corps. Parce que depuis 2 semaines, j'ai décidé que j'allais rajouter le développement du bas du corps pour avoir un physique plus harmonieux. Là où avant, quand j'avais des objectifs de performance pure, orientés street workout, calisthénie, j'étais sur de la perf, donc ça n'avait pas de sens de développer mon bas du corps. Mais maintenant que j'ai des objectifs qui sont de l'ordre de l'esthétisme pur, tout simplement, ça fait sens. Donc j'ai décidé de rajouter ça. J'ai fait mes premières séances, une séance en l'occurrence à ce stade-là. J'ai encore mal. C'est un délire. J'ai les jambes dans un état catastrophique. Les derniers entraînements de jambes que je faisais, c'était à l'époque où je faisais de la muscu. Autant dire que ça remonte à plusieurs années. Parce qu'à l'époque, je faisais les jambes dans une optique de go muscu traditionnel, tout simplement. Et là, ça pique. Ça pique. Pourtant, je fais pas des séances exceptionnelles. Je fais des séances même très rapides et très, très simples. Globalement, c'est un exercice polyarticulaire et 2 exos, entre guillemets, d'isolation. 3 peut-être maxi, allez à tout péter. Pourquoi? Parce que mes séances au global, donc il y a 2 hauts du corps, 1 bas du corps. Dans les hauts du corps, je mixe exo de poussée et de tirage, tout au poids du corps. Éventuellement 1 ou 2 exos complémentaires de muscu pour des points de détail et pour le plaisir. Parce que c'est toujours comme ça que je construis mes séances. C'est avant tout, il faut que j'ai des séances qui me fassent plaisir. Et donc des séances qui durent moins d'1 heure. Quelle que soit ma séance, elle dure moins d'1 heure, environ 50 minutes en général. Parce que j'ai pas envie de m'entraîner plus, que ce soit en termes de volume horaire ou de fréquence d'entraînement. C'est ce qui me correspond le mieux pour être en forme et avoir du temps à allouer à mes autres projets qui sont le développement business, etc., qui sont bien plus importants à mes yeux que mes entraînements de développement physique, j'allais dire. Donc voilà, 3 entraînements par semaine, moins de 50 minutes. Donc idem, c'est en jambes en moins de 50 minutes. Oui, ce n'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Pour autant, c'est efficace et ça me permet d'être bien et de me concentrer sur ce qui est plus prioritaire pour moi dans mon quotidien à ce jour. Je comprends que pour certains, la muscu soit beaucoup plus prioritaire et donc que vous y allouiez beaucoup plus de temps. Néanmoins, vous pouvez avoir des résultats en 3 fois par semaine, moins d'1 heure, poids du corps, sans aucun problème, à partir du moment où vous acceptez que oui, c'est pas le plus optimal, mais si ça vous correspond et que c'est optimal dans votre cadre de vie, appliquez-le. C'est toujours mieux que de rien faire et de se dire, je peux pas faire ce qui est entre guillemets
le plus optimal, donc je ne fais rien. Vaut mieux trouver un compromis qui vous correspond et surtout que comme il vous correspond, vous preniez plaisir à le faire, vous puissiez le tenir sur la durée, sur le long terme et que ce soit pas contraignant. Il y en a des fois, vous vous imposez 5-6 entraînements par semaine parce que vous savez que c'est le plus efficace. Vous faites ça pendant quelques semaines puis vous arrêtez. Est-ce que vous vous rendez compte que vous le tenez pas? Parce qu'en fait, vous n'aimez pas ce que vous faites réellement. Et ça, c'est un vrai problème. Donc moi, je peux que vous recommander de ne pas toujours chercher l'efficacité absolue, mais quelque chose qui marche et qui est aligné avec vos contraintes, vos ambitions, vos attentes. Et si c'est le cas, vous pourrez le tenir sur le long terme et vous aurez peut-être des résultats plus lents, mais sur le long terme, vous serez toujours présent. Raisonnez avant tout course de fond et non pas sprint. Voilà. Donc pourquoi je fais ça comme ça? Donc j'ai inclus aussi du coup les jambes, ça pique. Moi grosso modo mon objectif c'est de développer grosso modo mes cuisses, ischio et les fesses. Voilà, on va faire très simple. Donc grosso modo je fais de la presse à cuisse, du hip thrust, leg extension, leg curl. Voilà, c'est très basique, très général, mais ça suffira largement pour mes objectifs. J'ai la flemme d'aller taper dans des détails alors que de toute façon il y a encore tout à construire. Donc on verra plus tard si je prends vraiment plaisir à faire mes séances, comment je peux les étoffer, notamment remplacer presse à cuisse par du squat. Mais après il y a aussi des contraintes de selon à quelle heure je vais à la salle, qu'est-ce qui est disponible. Il faut que je prenne ce qui est le plus opti pour ne surtout pas attendre de machine, ou en tout cas le moins possible, ou le moins attendre des haltères ou autres, parce que je déteste attendre, ça me pète les couilles et j'ai pas du tout envie de devoir tourner avec les gens. J'aime faire ma séance tranquillement, quitte à faire des choses entre guillemets moins bien, mais où je me prends pas la tête et je vais droit au but. Voilà. Comme ça, vous savez. Donc, nouveau programme de musculation, objectif Prime Physique à la fin de l'année. Je vous partage tout ça sur Instagram. N'hésitez pas à venir faire un tour, voir comment ça évolue. Et d'ailleurs, j'espère que vous avez remarqué que... Ouais, normalement, ça se voit à la caméra. Si vous êtes sur YouTube, j'ai quand même pas mal pris des épaules, un peu de trapèze, un peu de pectoraux qui commencent à être présents. Bon, après, le fait d'être tout le temps en débardeur, qui est d'ailleurs mon nouveau déguisement, mon nouveau costume de représentation. Vous le saviez, j'ai toujours la casquette jaune en représentation quand je fais du contenu. Très important, c'est pour ça que je vais à la salle avec ma casquette pour que quand je fais des stories, etc., on continue de voir la casquette jaune apparaître sur mes contenus. C'est pas par plaisir. Il y a plus des fois d'ailleurs où ça m'emmerde d'avoir une casquette, surtout jaune, qui est extrêmement contraignante d'un point de vue style vestimentaire. Non, je la mets pour des raisons de communication extrêmement pratiques. Et d'ailleurs, je fais très bien parce que quand je vois les feedbacks, ah ouais, je t'ai reconnu avec ta casquette jaune, machin, bidule truc, je me dis que très smart cet outil de com. Et du coup, maintenant, j'ai toujours un débardeur Uniqlo en l'occurrence, pour ceux qui voudraient la référence. J'en ai plusieurs blancs, plusieurs noirs, plusieurs bleu marine, et je mets ça selon le pantalon que j'ai. Mon style de base maintenant, quand je fais des vidéos, c'est vraiment casquette jaune, un débardeur, même quand je m'entraîne. Et soit j'ai un short ou un jogging quand je suis au sport, soit quand je suis en tenue de ville, je vais vous montrer. Mon branding, c'est d'avoir en gros un pantalon de ville, tout ça, ceinture, pantalon de ville, débardeur rentré dans le pantalon, et comme ça, quoi que je fasse, en fait, je sais que je suis en tenue adaptée pour faire du contenu n'importe quand. C'est présentable et en même temps, alors j'irai pas dire élégant parce qu'un débardeur, j'irai pas dire que c'est fondamentalement élégant, mais au moins c'est propre, c'est présentable et surtout, ça communique sur la shape. Et ça, c'est important pour la communication, le branding, quoi. Quelque part, mon corps est un outil de communication, donc autant le mettre en valeur le plus possible, quelles que soient les circonstances, et avoir un débardeur, même quand je suis habillé, en tenue habillée, on va dire, c'est un excellent outil de com. Et ça marche plutôt bien d'ailleurs, pour tout vous dire. Donc, je fais ça. Et puis, ça me permet de trancher par rapport aux autres go muscu qui sont soit torse nu, pourquoi pas, soit tout le temps en giga sweat, oversize, jogging. Moi, j'ai pas envie de donner cette image-là parce que déjà, c'est pas moi. Au quotidien, j'aime être habillé avec ce genre de choses. Disons qu'en temps normal, j'aurais juste mis un t-shirt blanc ou un t-shirt noir, quoi. Mais être habillé bien, pantalon de ville, être propre, je vais pas dire classe et élégant parce que c'est clairement pas le cas et de toute façon j'ai pas ce qu'il faut pour, mais on peut faire de la muscu, avoir un bon physique et présenter un bon lifestyle, et ça passe aussi par être habillé proprement. Et quand tu te présentes en jogging, en sweat oversize ou que sais-je, t'es pas présentable, à part quand t'es en salle de sport. Mais moi j'ai envie de donner une autre image de développement physique en montrant que tu peux être élégant, tu peux être bien habillé, et en même temps, on voit ton physique et il n'y a pas de problème. Donc, d'où le fait que j'ai un peu switché mon branding là-dessus. Comme ça, vous savez tout. Alors, ça fait partie de ma semaine vers la liberté parce que le branding fait forcément partie des actions que je mets en place dans mes semaines. Voilà pour la partie muscu.
Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Investissement, on va parler de ça. J'ai fait un nouvel investissement de 6 000 € pour un nouvel accompagnement sur 6 mois. Je vous dirai avec qui quand on arrivera au bout de tout ça. Pour que, je vous avais dit, j'avais fait un accompagnement avec Antoine Blanco au début de l'année. Ça arrivait à son terme. Ça a eu, grosso modo, ça m'a apporté ce que je recherchais. Maintenant, j'ai envie d'aller plus loin là-dedans. Il y a des éléments sur lesquels je manque de réponses, de connaissances et de savoir concrètement comment passer de la théorie à la pratique. Donc j'ai réinvesti ce que j'ai gagné ces derniers mois là-dedans pour aller plus loin, parce que moi je suis le premier à vous dire, les gars, faut être prêt à investir sur vous, quelle que soit la thématique, ça peut être du sport, ça peut être de la santé, ça peut être du bien-être, ça peut être pour monter en compétence sur des sujets professionnels, quels qu'ils soient. Je suis convaincu qu'investir sur soi, c'est la meilleure chose qui soit, et ça, investir autrement que via l'école, parce que je pense que l'éducation est très limitée si votre but c'est d'acquérir des compétences qui peuvent se monétiser. Je pense même que c'est plutôt globalement assez mauvais. CF, le fait que les gens gagnent pas d'argent après avoir fait des études. Alors pas d'argent, on se comprend. C'est vrai que moi j'ai une approche où je me dis putain, si mec tu gagnes moins de 5 000 balles par mois, c'est quand même très chaud. Donc forcément en disant ça, je comprends que je peux choquer beaucoup de gens. Mais moi j'ai aucun doute sur le fait que n'importe qui peut gagner plus que 5 000 balles par mois en étant prêt à remettre en question ses croyances et en sortant du système classique. Maintenant, tout le monde n'a pas forcément cette volonté-là et il y a des métiers purement passion, à vocation, qui, hélas, ne rapportent pas d'argent. Ça pourrait être, je sais pas moi, quelqu'un qui est passionné par le fait d'être infirmier ou aide-soignant. C'est vrai que c'est pas un métier avec lequel tu vas gagner d'argent. Maintenant, rien ne t'empêche de développer un business secondaire à côté qui, lui, est là pour te faire gagner un complément ou te faire gagner plus d'argent et qui, en même temps, te fait plaisir sur un sujet qui te passionne. Les deux sont totalement compatibles et je comprends qu'on ait envie d'avoir à la fois une vocation professionnelle, passion, et à la fois une source de revenus qui nous permettent de vivre confortablement. Et je pense que c'est une très bonne approche de combiner les deux. Moi, j'ai cette chance, entre guillemets, je me la suis créée, cette chance de coupler les deux au sein de la même activité. Donc, très bien, mais je comprends que tout le monde ne puisse pas coupler les deux. Et dans ce cas, avoir les deux axes de travail en parallèle, ça peut être une très très bonne approche aussi. Donc voilà, comme ça vous comprenez mieux mon positionnement sur la question. Et donc voilà, j'ai réinvesti 6 000 € là, il y a quelques jours. 5 jours, 4 jours, je sais plus. Donc je vais commencer là à étudier tout ce à quoi j'ai accès et comment le mettre en place dans les prochains jours dans mon business. Ça, c'est la grosse thématique d'ailleurs de cette semaine de travail. Un des gros sujets de travail de cette semaine, c'est finir de consommer le contenu, commencer à théoriser certains éléments et voir comment je passe de la théorie à la pratique. Donc il va falloir que j'accorde beaucoup de temps et de focus à ça. Donc voilà, nouvel investissement. Je vous tiendrai au courant dans les prochaines semaines. Et dans l'optique investissement, on va parler un peu de renaissance. On est arrivé là ces derniers jours, j'ai commencé d'ailleurs à vous partager sur Instagram les transformations physiques de mes élèves, parce que les premiers élèves qui ont rejoint l'accompagnement sont arrivés au bout, et donc je vous partage petit à petit leurs résultats, leurs témoignages, leurs photos avant, après, leurs évolutions tout simplement. Pour ça, j'ai sorti un podcast avec Florian, qui est un des 3 premiers à m'avoir rejoint et à m'avoir fait confiance au tout début, quand j'ai commencé à chercher les premiers élèves pour le projet. J'ai tourné le podcast avec Adrien et Victor, mais je l'ai pas encore diffusé. J'ai toujours la vidéo avec Loïc que je dois monter pour YouTube. Donc voilà, c'était des beaux moments d'échange, l'occasion de parler de vive voix avec eux, de ce qu'ils ont pensé de l'accompagnement, de ce que ça leur a apporté. Et là où je suis vraiment hyper content, c'est qu'au-delà du côté évolution physique qui correspondait à leurs attentes sur les 4 mois, donc entre guillemets contrat rempli à ce niveau-là, là où je suis le plus satisfait et fier, je peux le dire, c'est d'avoir réussi à leur apporter ce côté autodiscipline et plaisir dans la pratique sportive pour que ce soit vraiment ancré dans leur quotidien et qu'ils arrivent à en voir tous les bénéfices qu'ils peuvent en tirer bien au-delà de la simple évolution physique. Donc l'estime d'eux-mêmes, la confiance en eux, leur capacité à se prouver à eux-mêmes qu'ils sont capables d'avoir des projets sur plusieurs mois, de les tenir, d'avoir des résultats, et que cette logique d'autodiscipline et de rigueur et de travail qu'ils ont fourni sur le sport, ils vont pouvoir le répercuter sur d'autres aspects de leur vie, même ceux qui ont déjà des activités pro, parce que Florian lui est étudiant, et Adrien et Victor eux ont déjà un job, un cadre de vie, un cadre professionnel.
en même temps, ils sont un peu plus âgés aussi. Florian a 21 ans, Victor et Adrien, c'est la trentaine. 1 ou 2 ans près, je sais plus s'il y en a un, c'est 29, 31. Bon, bref, peu importe, ils ont la trentaine. Donc, ils sont aussi plus avancés dans leur parcours de vie. Et on voit qu'il y a ces 2 échelles d'avancement de vie distincts. Pour autant, le sport et le fil rouge de la pratique sportive et de l'évolution physique a pu rayonner sur leur vie, sur bien d'autres facettes. Et ils vous partagent tout ça dans les podcasts et les témoignages que je vous ai exposés. Vous avez aussi une page où j'ai résumé tous les témoignages. Bref, vous avez accès à tout ça. L'épisode hors série précédent du podcast est d'ailleurs dédié au témoignage de Florian, au podcast avec Florian. Il y aura le podcast avec Adrien et Victor là dans le mois à venir. C'est aussi dispo sur YouTube. Bref, vous avez tout aussi sur mon Instagram. Je vous laisse regarder tout ça. Et non, c'est des témoignages forts, c'est des changements de vie forts, des changements de mindset et de perception de eux-mêmes qui sont puissants. Et c'est la meilleure chose que je pouvais réussir à leur transmettre au-delà du côté évolution physique, qui est important, qui était dans leurs attentes, mais qui, pour moi, était là très insuffisant si j'ai réussi à seulement leur transmettre que ça. Ce qui est déjà une bonne chose, bien sûr, de les faire évoluer physiquement, mais moi, mon but, c'est d'aller plus loin, c'est de leur transmettre un véritable changement de paradigme au travers du sport, et je suis trop content d'avoir réussi, et je vous partagerai les prochains témoignages qui arrivent au fur et à mesure du mois, et du coup, des semaines à venir. Donc, trop cool là-dessus. Pour ceux qui veulent rejoindre Renaissance, l'accompagnement de transformation physique en 4 mois pour les hommes mecs de 21 à 35 ans qui souhaitent se muscler sans forcément aller à la salle, et même si vous manquez de discipline en seulement 3 heures par semaine, grâce au poids du corps, c'est le premier lien de la description. Vous avez les témoignages et vous avez une page qui vous fournit déjà du contenu gratuit qui vous permet de voir comment je travaille, quelle approche j'ai, et qui, même si vous souhaitez ne pas travailler avec moi, vous permettra d'acquérir pas mal de connaissances et de mieux comprendre comment intégrer le sport dans votre quotidien. Donc dans tous les cas, ça vaut le coup de cliquer sur le lien dans la description. Si vous voulez pas, tant pis. Il y a du contenu de ouf gratuit comme ça à disposition. Si vous voulez pas le prendre, moi j'y peux rien. Voilà. Et enfin, dernier point pour cette semaine vers la liberté qui est déjà bien longue, mais en même temps ça fait un moment, c'est logique. On est un peu sortis ce mois-ci avec Arthur et surtout Arthur d'ailleurs en fait, parce que Adrien c'était pas son truc. Là on est sortis. Donc ce mois-ci, comme ça s'est bien déroulé, d'ailleurs on est à 4 nouveaux élèves dans l'accompagnement Renaissance ce mois-ci pour tout vous dire. Le dernier a rejoint l'accompagnement hier, donc on est à 4 nouveaux élèves ce mois-ci. Vu que j'ai des élèves qui ont fini, j'avais de la place qui s'est libérée, donc voilà, j'en ai fait rentrer des nouveaux tout simplement. Comme ça, j'ai un flow continu d'élèves d'une 15aine de personnes en simultané, ce qui est très bien à mon échelle. Je compte pas passer sur 40 ou 50, ou en tout cas pas à ce stade-là où j'ai pas les ressources financières, temporelles et matérielles pour le faire. Et du coup, on est un peu sorti pour entre guillemets célébrer le fait que ce mois-ci s'est très bien passé. On est allé notamment 24 heures de l'INSA avec Florian, un de mes élèves justement. C'était très cool d'ailleurs de le voir en soirée et dans un autre contexte. On s'est bien amusé. Et là, plus récemment, je suis sorti ce week-end dernier pour la fête de la musique. Avec Arthur, on est allé bouffer dehors. À la base, on avait prévu de rentrer et bosser. Puis après le sport, on s'est dit, oh vas-y, il y a de la musique, c'est cool, viens, on va manger dehors. Et au final, on s'est retrouvé au petit salon à sortir en soirée techno. On a fait un grand écart entre le plan prévu et le plan final. Mais sans regret, c'était très cool de s'accorder un moment de loisir et de sortie hors du cadre, tout le temps du boulot, dans lequel on est. Alors, je suis le premier à dire, sortir c'est bien si on le mérite. Là on a fait des bonnes choses ce mois-ci, on a bien avancé, on a fait des bonnes rentrées, on le mérite, enfin entre guillemets à notre échelle je vais dire qu'on le méritait. On peut toujours faire plus bien sûr, et tant que ça reste très exceptionnel et cadré et dans une dynamique de récompense, moi je pense que c'est très bien de savoir s'accorder des petits moments de loisir. Et en ce sens c'était très cool de pouvoir se dire ok, on pose un peu le cerveau le temps d'une soirée. Pour autant, dès le lendemain, on est au charbon et on sort de notre cadre habituel de routine full boulot. Ça fait du bien. Et au final, on était encore plus chaud le lendemain et c'était très cool. Donc non, on en a profité pour sortir un peu. Nous, c'est vrai qu'avec Arthur, on adore tout ce qui est festival de musique électronique, soirée techno, hardstyle, hardcore, tous les trucs possibles de techno, de la minimale, ce que tu veux, psytrance, blablabla. Pour autant, on n'est pas des mecs bizarres à consommer des produits bizarres. On pourrait se poser la question parce que c'est normal. Quand tu vas là-bas, la moitié des gens, ils sont complètement satellisés et pas à cause de l'alcool. Ça, c'est plutôt dans les autres soirées.
ce qui est peut-être pire que ce que les gens en soirée techno prennent, parce que les gens sous alcool sont souvent plus dangereux et plus violents que les gens qui ont juste pris des tasses ou que sais-je, qui sont satellisés certes, mais au moins ce sont des gens très cool et très chill. Il y a beaucoup moins de problèmes dans ce genre de soirée, ce qui est peut-être pas plus mal, parce que l'ambiance en soirée ou en bar dans les autres endroits où les gens sont alcoolisés, ils sont juste des dégénérés mentaux, c'est pas forcément génial, quoi. Te dire putain, je vais m'embrouiller avec un mec alors qu'il n'y a aucune raison que je m'embrouille avec lui juste parce que le gars est complètement arraché et hors de contrôle et que l'alcool n'a fait que faire ressortir tous les problèmes qu'il a dans son quotidien, c'est pas fou. Moi, ça me donne pas envie. Donc voilà. Donc on a un peu sorti, ça fait du bien. Donc oui, ça m'arrive aussi de sortir un peu et c'était très cool. On s'est fait un petit resto rue Mercière. Très très bien. On s'est fait prendre en otage par la fanfare qui s'est arrêtée pile devant notre table et du coup il y a eu une agglomération de monde pile devant notre table. C'était insupportable, surtout que en termes de config, on était sur un resto du coup qui est sur un côté de la rue, terrasse qui continue devant le resto, la rue et des tables sur le mur en face. Nous on était sur les tables, les gens se sont mis en plein milieu et on s'est dit qu'on n'allait jamais être servi parce qu'en fait les serveuses pouvaient pas traverser la foule et nous livrer nos plats. Finalement, elles l'ont fait. Je sais pas comment nos plats sont arrivés en vie, ni elles comment elles sont arrivées en vie. D'ailleurs, après qu'elles nous aient posé nos plats pour repartir, à tout moment, j'ai cru qu'elles allaient finir explosées sur notre table tellement il y avait du monde et que c'était la merde. Bon, c'était très rigolo. On a fait, ça donnait lieu à des situations assez amusantes où les gens se retrouvaient devant nous à se dire mais pourquoi il y a deux mecs en plein milieu de la foule en train d'essayer de bouffer sur une table qui n'ont entre guillemets rien à faire là, mais parce que ça paraissait improbable. C'était marrant, on a bien rigolé. J'ai d'ailleurs recroisé une fille au moment où je mangeais, qui m'a reconnu, qui fait « Ah, c'est Amaury, c'est le youtubeur là, casquette jaune !» que j'avais interviewé dans une vieille vidéo sur mon ancienne chaîne YouTube que j'ai supprimée, où elle devait noter les athlètes, le physique des athlètes de street et si elle les trouvait stylés ou pas. C'était rigolo. Et au petit salon, on a croisé des potes du street, par hasard. Et surtout, on a croisé un abonné extrêmement cool. D'ailleurs, abonné très sympathique, si tu passes par là. Le gars, beau gosse, bien habillé, bon physique, présente bien, s'exprime bien, extrêmement poli, intéressant. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que, je vous le dis entre nous, 99% des abonnés que j'ai croisés, vous êtes comme ça. Aimable, poli, intéressant. Extrêmement, c'est toujours des vrais moments de plaisir de partager avec vous quand le contexte s'y prête, hein, parce que des fois le contexte s'y prête pas toujours, mais en général le contexte s'y prête. Alors que les rares fois, et ça je l'ai vu depuis quelques jours, depuis que j'ai dépassé les 10K sur Instagram, les 2-3 fois on me reconnaît via des contenus sur Instagram, notamment grâce à la casquette. C'est vraiment les gens, au lieu de me dire « Ah salut, c'est Amaury, comment tu vas ? Je te suis sur YouTube, je sais que tu fais ça, et d'échanger. » C'est vraiment « Ah, c'est pas toi qui fais des vidéos de sport, je t'ai déjà vu quelque part avec la casquette. » Les gens savent pas quitter, savent pas comment tu t'appelles, savent pas ce que tu fais, et sont en général assez impolis, disons pas très respectueux, en mode pas de bonjour, pas de machin, pas de truc. C'est là que tu vois la différence de population entre les consommateurs de TikTok, Instagram et de YouTube. Ça me rappelle notamment la fois où j'avais filmé pour Nash Bifit. Je l'avais aidé à filmer 2-3 contenus à Honor Saxe Gambetta l'année dernière, je crois, il y a peut-être un an. C'était la première fois que je le rencontrais en vrai. Mec extrêmement cool, extrêmement sympathique, vraiment pépite. Putain, pourquoi je dis pépite ? Personne dit ça normalement. Ça, c'est les gens de 16 ans qui parlent comme ça. Peu importe. Et bon, bref. Extrêmement cool, très bonne personne je trouve, humainement parlant en tout cas, moi j'aime beaucoup. Et il s'est fait reconnaître évidemment plein de fois parce qu'il est très connu sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, il a quand même une grosse commu. Et c'était très rigolo de voir que la plupart des gens qui l'ont reconnu quand j'étais allé l'aider à filmer, je sais pas, il y a peut-être 6 personnes qui l'ont reconnu, majoritairement des gens de TikTok ou Instagram. Et du coup, tous ces gens-là ne savaient même pas comment il s'appelait. En fait, c'est là que tu te rends compte que les gens qui te suivent sur ces réseaux à consommation rapide, surtout TikTok, c'est des gens, je vais pas dire qu'on a la tête de l'emploi, mais presque, hein. En fait, les gens te reconnaissent pas, ils savent pas quitter, ils savent pas ce que tu fais, juste ils t'ont vu déjà passer X fois sur leur feed, peut-être même qu'ils sont abonnés à toi, mais en fait ils sont abonnés à toi, ils savent même pas ce que tu fais, c'est une catastrophe. C'est des gens qui sont souvent, qui ont une gueule à être con, disons ce qui est, relativement peu courtois, peu poli, ou qui manquent d'intelligence sociale quand ils viennent te voir. À chaque fois, c'était le cas. Alors que quand c'était, je crois qu'il y avait une personne qui venait de YouTube, qui est venue le voir. Et là, bizarrement, la personne polie, courtoise, plus intéressante, respectueuse, qui sait qui il est,
qui sait ce qu'il fait. Et là, tu te dis, mais en fait, il y a une différence de qualité de l'audience entre les réseaux qui est stratosphérique. Et c'est là que tu te rends compte que plus le réseau a un format court, plus en fait, t'es suivi par des débiles mentaux. C'est comme ça. TikTok et les contenus vraiment short d'Instagram, c'est des contenus débiles. C'est des contenus débiles, surtout les contenus de divertissement, parce qu'encore les contenus à visée éducative, tu te dis t'es quand même suivi par des gens qui veulent de l'info, qui veulent comprendre, qui veulent apprendre. Mais quand t'es suivi pour du contenu divertissement sur des plateformes courtes où c'est beaucoup des jeunes, les gens c'est des débiles. C'est des débiles mentaux. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas envie de faire de contenu et divertissement et court sur ces plateformes, parce que c'est une catastrophe. C'est pour ça que moi je fais que des contenus éducatifs, hein. Parce qu'au moins je sais que les gens qui consomment mes contenus qui sont éducatifs, genre sur Instagram, c'est des gens qui veulent progresser, c'est des gens qui veulent avancer, et c'est pas des gens qui sont là pour regarder un mec faire le pitre. Et ça change totalement la qualité de ton audience, et c'est fondamental, je pense, pour avoir une bonne relation avec son audience. Voilà, j'avais envie de faire cette petite aparté sur les réseaux, etc. Bref, voilà pour la semaine vers la liberté. Maintenant, vous en savez plus un peu sur ma vision de tous ces sujets-là. Et je vous propose qu'on passe donc dès à présent à la partie 2. L'expérience de vie, séduction, l'avant, après musculation. Alors, on va d'abord faire petite phase chronologique, mon historique, comment j'étais quand j'étais jeune, mes relations par rapport aux femmes, comment je me sentais dans mon corps, dans qui j'étais, ce que je renvoyais, comment ça a évolué au fil du temps. Et de là, j'en retiens, on va dire, 4 grandes leçons de vie à en tirer. Donc, d'abord l'historique, et ensuite les leçons de vie que vous pouvez en tirer. Petit historique, rapide. Archétype du mec timide, depuis qu'il est en maternelle, primaire, collège, lycée. Timide au sens large, introverti. J'ai jamais été quelqu'un de très sociable. Je me qualifierai toujours pas comme quelqu'un de très sociable. Simplement, maintenant, je sais être sociable si je le souhaite. Là où avant, je ne savais pas l'être. Avant, j'étais donc très introverti, très timide. On pourra dire introverti maladif. Je me considère comme toujours étant quelqu'un d'introverti. Sauf que maintenant, j'ai plus de problème avec ça. Vous comprendrez après sur l'évolution par rapport à ça. Donc, du genre à pas parler aux filles quand j'étais en primaire, collège, etc. Si je parlais, c'était qu'à des mecs, j'osais pas parler aux filles. J'ai jamais eu vraiment de potes meufs parce que du coup, je sociabilisais pas avec. J'étais pas bien vu des filles, j'étais un peu vu comme un cassos. J'étais un peu le cassos de la classe, on peut dire ce qui est, hein, très clairement. Et ça jusqu'au collège, globalement, on va dire. Ouais, on va dire jusqu'au collège. Au lycée, au lycée aussi. Mais plus pour les mêmes raisons, parce qu'au lycée, j'étais dernier de ma classe en plus de ça. Donc j'étais au lycée du Parc, là, à Lyon, pour ceux qui connaissent. C'est un lycée assez réputé. J'y suis arrivé en première et en terminale, parce que c'était mon lycée de secteur. Et j'étais dernier de ma classe, hein, by far, parce que j'avais des notes de merde et je foutais rien. Donc finalement, ceci explique cela aussi. Donc bon, là, j'étais vu comme un élève nul. Donc j'étais vu aussi comme un cassos, mais cassos intellectuel, là où avant pas forcément intellectuel, mais juste cassos social. Ce qui était le cas, hein, disons les choses très clairement. Je ne peux pas leur en vouloir à tous ces gens d'avoir pensé ça de moi tout au long de ces années, parce que c'était factuellement le cas. Il faut savoir dire ce qui est. Quand tous les gens détectent quelque chose de toi, c'est que probablement tu leur donnes le grain à moudre pour qu'ils le pensent. Donc c'est pas déconnant. Donc ok, donc timide, introverti, manque de confiance en moi, pas d'estime de moi, blablabla. Et j'avais notamment un syndrome qui est, je pense, très néfaste dans les relations. J'avais ce syndrome d'idéalisation de la femme. J'avais cette vision très Walt Disney, en mode, y a les mecs, il y a le prince charmant, il y a la femme qui est belle, qui est respectable, qui est une chose fragile, blablabla. Et qui est une vision qu'on inculque beaucoup, je pense, aux petits garçons au travers des mères, qui sont en majorité celles qui éduquent le plus leurs enfants dans notre société actuelle, où c'est souvent le plus la mère qui fait l'éducation, et souvent des pères qui de plus en plus n'ont pas ce rôle, je trouve. On pourrait faire un podcast là-dessus. Donc là, je vais balancer des trucs, je vais pas les développer. N'ont pas ce rôle assez de père pour apporter le côté masculin de l'éducation, et qui ont trop un rôle de mère bis. Et du coup, il manque de cette
ambivalence dans l'éducation qui fait que on a une éducation trop féminine, alors que quand on est une petite fille ou un petit garçon, il ne faut pas qu'on ait, à mes yeux, le même type d'éducation. Pareil, je vais pas tout développer aujourd'hui parce que sinon on va faire un podcast là-dessus. Et parce qu'on n'a pas les mêmes, la vie n'a pas les mêmes attentes vis-à-vis de nous, on n'a pas les mêmes rôles, femmes et hommes dans une société, au sens large, mais même au sens biologique du terme, dans notre psychologie, dans notre constitution hormonale, tout ce que vous voulez. Et donc, avoir le même type d'éducation pour les deux, pour moi, ça n'a pas de sens. Il faut avoir une éducation qui est en fait genrée, tout simplement. Ce qui veut pas dire, les hommes, vous allez faire de la mécanique et les filles, vous allez faire la cuisine. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais qui est un genrage dans l'éducation. Pour moi, n'a rien de déconnant. On n'a pas les mêmes psychologies, on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas le même profil hormonal, on n'a pas le même corps, on n'a souvent pas du coup tous les mêmes ambitions, les mêmes envies dans nos vies, le même besoin d'accomplissement sur les mêmes sujets. Donc c'est logique d'avoir une divergence d'éducation. Bref, je rentrerai pas plus dans les détails aujourd'hui. Et du coup, je pense que moi j'ai manqué de ce côté masculin au travers de mon père. Même s'il a su me recadrer sur certaines phases de ma vie, notamment pendant ce qu'on dira la crise d'adolescence, et tant mieux, ce que n'aurait pas du tout su faire ma mère. Donc mon père a très bien joué son rôle à ce niveau-là, sur ces points-là. Mais il y a d'autres points sur lesquels il y a des manquements. Après, c'est normal, surtout dans l'éducation, il y a toujours des points sur lesquels il y a des manquements sur certaines phases de la vie. Et je pense que j'ai notamment été trop couconné. Je vais y arriver. Je pense que j'ai été trop couconné de façon générale. J'avais un cadre trop sécuritaire. Or, trop de sécurité, ça fait que t'as pas besoin de prendre des risques, ça fait que tu limites les moments où tu vas te prendre des murs dans ton éducation quand t'es enfant, quand t'es adolescent, etc. Or, c'est le fait de te prendre des murs qui te construit. Faut pas prendre des murs qui te détruisent définitivement, mais c'est bien de se prendre quelques grosses claques dans la vie pour réagir. Parce que moi, je pense fondamentalement que l'humain, tant qu'il se prend pas un mur, il réagit pas. Si t'évites le mur de peu, tu réagis pas. C'est vraiment quand tu te prends le mur de plein fouet que là, tu commences à te dire « Ok, va peut-être falloir que je change des choses parce que si je continue sur la même route d'action, je vais de nouveau me prendre ce mur. » Et des fois, tu as besoin de te le prendre plusieurs fois. Ça, c'est quand tu es un peu con, c'est que tu as besoin de te prendre plusieurs fois le mur. Moi, j'ai dû me prendre plusieurs fois certains murs parce que je suis un peu con, je viens de vous le dire. Donc, t'as besoin de te prendre ces murs. Et tant que tu te les prends pas, tu te construiras pas. Le but, c'est juste de prendre des murs qui font que tu finis pas en 1000 morceaux et que tu te relèves jamais. Mais il faut prendre des murs où quand même il y a de la casse, où ça peut être assez violent, où psychologiquement, t'es pas forcément bien, mais parce que tu vas en ressortir bien plus fort par la suite. Même si pendant le processus de reconstruction, tu vas te dire « ma vie c'est de la merde », a posteriori, 6 mois, 1 an, 2 ans après, tu vas te dire heureusement que je suis passé par ces épreuves, c'est ça qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Et c'est pour ça que tout ce que je vais vous raconter là dans mon parcours, moi je suis très content de l'avoir vécu, je regrette absolument rien de mon parcours parce que c'est tout ce que j'ai fait dans mon parcours qui m'amène là où je suis aujourd'hui et qui fait que je suis 100% aligné avec qui je suis, avec je sais où j'ai envie d'aller, je sais à peu près, je pense, comment le faire, même si j'apprends toujours en cours de route, mais je suis vraiment fier de qui je suis, de où je veux aller, de ce que je veux transmettre. Maintenant, il me reste encore beaucoup de chemin à parcourir, mais je suis carrément OK avec ça. Donc, voilà, timide, introverti, blablabla, contexte trop sécuritaire, idéalisation des femmes, et donc, globalement, je parlais quasiment pas aux filles. Et même, comme contexte hyper sécuritaire, j'avais pas à prendre de risques dans mes études, je me disais au pire, je vis chez papa, maman, bref, j'étais en mode, j'ai toujours mes parents pour me backup quoi qu'il arrive dans ma vie. Donc finalement, pourquoi je me sortirais les doigts, au sens large du terme, que ce soit à l'école ou autre, parce que, en fait, j'ai pas de raison de le faire. Parce que je sais qu'ils seront toujours là pour me backup. Et quand tu sais que tu as toujours un backup quoi qu'il arrive, finalement, tu as moins de raisons de te dire si je me foire, je suis dans une sauce absolue. Donc en fait, au pire, je me foire, c'est pas grave. Plus tu as un filet, moins tu as de chances d'avancer. Hélas. Et donc, j'ai pas spécialement réussi dans mes études. Je passais beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo. J'en reparlerai dans un autre podcast. Et donc, je n'évoluais pas non plus dans ma capacité à créer des relations sociales, à prendre des risques, à monter en confiance en moi, parce qu'en fait, j'avais pas besoin de le faire, parce que finalement, tous mes besoins primaires, secondaires étaient couverts par mes parents. Et donc, je pouvais simplement me dire, je passe ma vie à me divertir et à jouer à des jeux, et c'est très bien ainsi. Ce qui n'est pas du tout une bonne approche, je vous le dis tout de suite. Toute la partie études supérieures, où j'étais donc dans l'informatique, je passais énormément de temps à jouer, j'allais en cours, puis en cours, puis je jouais, et je me responsabilisais pas.
Jusqu'au moment où je me suis dit, mais en fait, j'ai quand même une vie qui pue sacrément la merde. J'avais un job, j'étais en alternance. Ensuite, j'ai été recruté dans la boîte où j'étais en alternance. Et je me disais, je vis quand même une vie en pilote automatique. Et pourtant, je vois à côté de ça des gens sur YouTube, genre Elio, From Human to God, Eric Flagg, d'autres encore, où je me disais, mais ces gars-là, ils ont pas un parcours si différent du mien. Et pourtant, ils ont une vie qui est à milieu de la mienne. Ils ont une vie que j'aspirerais bien à avoir. Qu'est-ce qui différencie là où ils en sont versus là où je suis, alors qu'on a un parcours quand même pas si différent, dans lequel j'arrivais à beaucoup m'identifier. Et là, je me suis dit, oui, en fait, c'est que ces gars-là, en fait, il y a un moment donné, ils osent prendre des risques, ils osent changer. Et tout ça, c'est passé par un point commun qui est la musculation. Tous ces gars-là, leur point commun, c'est le fait que leur vie est shiftée à partir du moment où ils ont appris à prendre soin d'eux, à se muscler, à cultiver un goût de l'effort, une confiance en eux qu'ils ont acquis au travers de la musculation et qui leur a permis en fait par la suite de mettre en place des actions qui ont vraiment changé leur vie. D'où encore une fois le fait que je reboucle là-dessus, mais sur mon projet Renaissance où je parle de transformation physique au poids du corps. Mais pourquoi ? Parce que ça a vocation à potentiellement changer votre vie au travers de ce type d'action. Je fais mon autopromo en disant ça comme ça, mais c'est parce que c'est construit comme ça, c'est construit en suivant mon parcours qui est en fait inspiré du parcours de d'autres personnes qui l'ont fait avant moi aussi. Simplement, c'est transmis via mon prisme cette fois. Et donc, je me suis dit, en fait, eux, ce qui a changé, c'est la muscu. Et à ce même moment-là, mon frère regardait beaucoup Thibaut InShape, Nassim Saini, et s'est dit, viens, Amaury, on se fait quelques entraînements à la maison, poids du corps, cardio dans un premier temps. Puis ensuite, on est allé en salle de muscu. C'était vers Hôtel de Ville à Lyon. C'était une salle indépendante, juste en face du bar qui s'appelle le Ramblers, d'ailleurs, pour ceux qui veulent l'info. C'est dans une rue perpendiculaire de la rue de la République, vers le Starbucks, c'est tout. Donc j'ai commencé là, je me suis mis à la muscu, j'ai pris plaisir à faire mes séances, j'étais vraiment en mode go muscu classique, split, tout ce que tu peux imaginer, vous pouvez imaginer 5 séances par semaine, 4 séances par semaine, je sais plus, bref le truc classique. Et j'ai vu que je commençais à prendre confiance en moi grâce à ça, parce que je voyais mon corps évoluer, je me voyais capable de ressembler à l'image que je me faisais moi d'un homme, parce que l'image que j'ai d'un homme masculin, c'est un mec qui a un bon physique, qui prend soin de lui, qui s'entretient, qui est sportif, athlétique, qui a des capacités, en termes de cardio, de force, de façon générale, qui se voient et qui sont réelles, et qui a une hygiène de vie qui est bonne, qui est stable, une bonne hygiène mentale aussi, j'allais dire. Un bon lifestyle, en fait, moi, c'est comme ça que j'imagine un homme qui réussit dans sa vie, etc. Et donc, voir que je me rapprochais petit à petit de ça, je me suis dit, putain, en fait, je peux peut-être devenir quelqu'un et arrêter de juste être un geek négligé qui prend pas soin de lui et qui joue aux jeux vidéo toute la journée. Et donc ça s'est pas fait en un jour, ça s'est fait sur plusieurs mois, plusieurs années. Et j'ai commencé à me construire comme ça. Et c'est après peut-être 1 an et demi, où j'ai commencé vraiment à me dire, putain, mais là, j'ai un physique où on me le fait remarquer. Les gens me posent des questions. Les gens me remarquent parce que j'ai un physique qui commence à sortir du lot. J'avais pas du tout un physique hors norme, mais simplement, j'avais un physique qui était déjà au-dessus de peut-être 80% des gens. Et en fait, ça suffit à sortir du lot et à ce qu'on se dise, tiens, je suis plus totalement invisible. Tiens, c'est marrant, on vient plus m'emmerder dans la rue ou me faire chier parce que je suis une brindille, parce que quand les gens ils voient que j'ai un physique d'un mec qui prend soin de lui, un peu athlétique, un peu musclé, les gens qui ont envie de t'emmerder, ils te regardent plus de la même façon. D'ailleurs, je me fais plus emmerder aujourd'hui dans la rue. C'est tout bête, mais juste parce que je renvoie plus la même image. Arthur, il a eu la même chose là, Kratos, parce que y a un moment donné, oui, quand tu passes de brindille à mec musclé, statistiquement, t'as moins de chances qu'on t'emmerde. Ou en tout cas, plus pour les mêmes raisons, potentiellement. Et donc ce travail sur moi, voir que je me plaisais plus aussi dans le miroir, parce que avant, quand je me regardais dans le miroir, j'étais en mode putain, mais je ressemble à rien. Et là, je commence à me plaire. Et donc après, ça c'était sur les débuts de la muscu, et ensuite il y a cet après muscu où vraiment maintenant, en fait, je me sens bien dans mon corps, je me sens aligné. Via le street workout, j'ai vu que j'étais capable d'avoir un physique qui me plaît et a des performances et capable de faire des choses que les gens ne sont pas capables de faire. Quand tu es capable de faire des pompes sur les mains, de tenir en équilibre sur un seul bras, de faire des figures de ouf, tu te rends compte que
en fait, t'es plus une personne normale. T'es une personne qui a passé des steps dans son esprit, dans sa vie, qui est capable d'accomplir ce que même pas 1%, même pas 0,1% des gens est capable de faire. Et donc là, tu te dis, mais si dans le sport, j'ai su faire ça, pourquoi je serais pas capable de le faire dans les autres facettes de ma vie ? Et c'est là que c'est puissant, c'est que tu te dis, mais attends, cette discipline sportive que j'ai pu acquérir, ce goût de l'effort, ces accomplissements qui peuvent paraître hors normes pour 99,9% des gens, si je peux les faire là, pourquoi je pourrais pas les faire ailleurs ? Je veux dire, je suis parti de rien en muscu, tout comme je pars de rien peut-être dans un domaine professionnel qui m'attirait auparavant, tout comme je pars de rien en business. Pourquoi, dans plusieurs années, je serais pas capable d'arriver au même stade dans ces autres facettes de ma vie que celle à laquelle je suis arrivé dans la muscu ? Et c'est là que tu dis, eh ben c'est parti. C'est ce chemin que j'ai emprunté, que j'ai su parcourir avec toutes les embûches qu'il peut y avoir au travers de ton parcours sportif, et ben je vais faire la même chose dans les autres domaines. Et let's go, on va prendre ça à bras le corps. On va prendre son petit sac à dos et on va y aller. Hop, hop, hop. Et on va se prendre des murs, tout comme on s'est pris des murs dans le sport. Sauf que, comme j'ai vu que j'étais capable de les traverser, ces murs, et ben je vais être capable de les traverser dans les autres domaines. Et là, t'y vas. Et tu fracasses tout. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je suis passé de... j'ai décidé de quitter mon emploi dans l'informatique qui me plaisait pas. J'en ai parlé plein de fois. Moi, ça me faisait chier. Des chefs de projet, ça m'inspirait pas. Alors oui, c'était cool. Je gagnais un peu d'argent. Encore une fois, avec mon paradigme actuel, je me dis que gagner 2000 € par mois, vraiment, ça pue la merde, quoi. Donc, je gagnais ça. J'avais la sécurité de l'emploi. J'étais en CDI, blablabla. Alors, ça a quand même des gros avantages en France d'être en CDI. Tout ce qu'on... Là, j'ai d'autres galères, du coup, de par mon statut d'entrepreneur et de revenus instabilisés. Mais ça, c'est un autre sujet. Et je me disais, mais en fait, je vis une vie qui est pas alignée. Et moi, j'ai envie de devenir le personnage principal de ma vie. Et être le personnage principal de ma vie, ça passe par avoir le physique qui me plaît, avoir confiance en moi, me plaire, être aligné dans mon corps avec qui j'ai envie d'être, dans mon esprit, mais du coup aussi dans mon activité professionnelle. Et c'est comme ça que je me suis dit, vas-y, nique sa mère, je quitte mon job, niquez vos mères, démerdez-vous sans moi. En plus, c'était en période transition Covid, où ça commençait à puer du cul et où j'ai bien vu que les regards, comme moi j'étais pas vacciné, les gens autour de moi, ceux qui étaient censés être mes collègues de boulot qui m'appréciaient, commençaient à se dire bon, là le petit gars il commence à nous emmerder, à pas se faire vacciner et à pas faire ce qu'on lui a dit et à être un danger public. Alors que bon, maintenant on a beaucoup plus de recul sur la question. Bon, on l'avait déjà à l'époque, mais bon, les gens étaient trop matrixés. À se dire il commence à nous emmerder à pas respecter, à pas porter son masque et à pas machin. Donc j'ai bien fait de me dire vas-y, je me casse, démerdez-vous, restez des golems, vite ma dose, hop, moi je veux pas de ça, je vais me focus sur moi. Donc ça a été une très bonne période aussi pour faire cette transition et me dire je ne veux plus jamais dépendre d'un patron, d'une entreprise qui me dit ce que je dois faire sur quelque sujet que ce soit. Donc, je vais me mettre à mon compte et je vais me lancer en l'occurrence sur les réseaux. Parce que en parallèle de tout ça, comme j'étais monté en confiance, j'avais lancé mes premières chaînes YouTube pour parler de jeux vidéo, tant qu'à faire à l'époque, apprendre à m'exprimer devant une caméra, oser apparaître à l'écran. Et tout ça, j'ai osé parce que je me suis développé grâce à la muscu. Donc voilà, il y a eu tout ça. Puis après, je me suis lancé. Et puis j'en suis là aujourd'hui où je vis de mon activité pleinement, où j'avais déjà fait un mois à plus de 5000 balles. Là, ce mois-ci, ça va être pareil. Donc voilà, à commencer à me dire, je commence à gagner des revenus que la plupart des gens ne gagneront jamais de leur vie, tout comme j'ai un physique que la plupart des gens n'auront jamais de leur vie, tout comme j'ai une capacité à m'exprimer et à prendre des risques que les gens n'auront jamais de leur vie, tout comme j'ai un entourage d'un niveau de qualité que les gens n'auront jamais de leur vie, etc., etc. Et en fait, j'ai juste appliqué cette logique que j'ai appliquée dans le sport sur toutes les autres facettes de ma vie, petit à petit, étape par étape. Et j'ai appris à enjoy ce process et à me dire, je sais où je veux aller, je commence à comprendre les actions que je dois mettre en place, même si dans le business, je suis passé par plein de phases et plein d'actions qui n'étaient pas du tout les bonnes. Mais encore une fois, j'apprends à apprécier le process, apprécier le chemin et pas juste me focaliser sur cette destination. Oui, je fais tout ça pour aller à cette destination. La destination me drive, bien sûr. Mais j'ai appris à apprécier le process, à apprécier l'adversité, à apprécier l'autodiscipline dont il faut faire preuve pour se transformer sur tous ces sujets-là. Et donc, ça a eu des répercussions aussi sur les femmes et la séduction. On en vient. Parce que vous êtes peut-être en train de vous dire, bon, le sujet initial, c'était la séduction. Amaury, c'est quand que tu nous parles de séduction? Oui, je vais vous en parler, mais tout ça n'a pas de sens si vous n'aviez pas tout ça en tête avant. Pourquoi? Parce que ça a bien évidemment changé mes rapports avec les femmes, tout ça. Mais ce qui les a changés, en réalité, c'est pas la muscu. C'est pas avoir plus d'épaules, plus de pecs, plus de bras, etc. Ça a eu un impact, oui.
Mais ça n'a pas du tout l'impact qu'on peut espérer en commençant. Bien sûr que j'ai commencé en me disant la muscu, ça va aussi m'aider avec les femmes parce que si j'ai un meilleur physique, les femmes préfèrent les mecs qui ont un meilleur physique en moyenne. En tout cas, moi, les femmes qui m'intéressent parce que, vous le savez, je suis pas intéressé par les cheveux bleus, trucs bizarres, poils sous les bras ou que sais-je. Donc, le type de femme qui me plaît, je sais que avoir un mec qui prend soin de lui, qui a un bon physique, qui est athlétique, qui a une bonne hygiène de vie, ça leur plaît. Alors je dirais pas que j'ai fait ça directement pour elle, c'est juste que moi aussi ça me plaît, mais forcément ça va aussi servir cet objectif. Parce que j'espérais aussi pouvoir plaire aux femmes. J'ai jamais plu aux femmes, j'avais aucune aisance sociale avec elles, donc forcément je me suis dit si ça peut aussi améliorer tout ça, parce que c'est un point important dans la vie d'un homme, bien sûr que c'est bénéfique, et je vais pas m'en cacher, et tant mieux. Et le fait est que ça a changé tout ça, et tant mieux. Mais ce qui a changé tout ça, je pensais qu'à ce moment-là, avoir un meilleur physique allait avoir beaucoup plus d'impact que je ne le pensais. C'est pas le cas. Oui, avoir un meilleur physique, ça permet de ne plus être transparent. Parce qu'avant, quand t'es une brindille, tu ressembles à rien, surtout quand t'es pas particulierement beau. Moi, je me considère pas comme particulièrement beau, hein. Je dirais que tout au plus, je suis un 7 sur 10. Je voulais juger sans casquette, que vous ayez un aperçu et vous dire, si vous avez envie de me noter ma gueule en commentaire, allez-y. Mais je dirais 7 sur 10, voilà. Tout au plus. Bref, un homme dans la moyenne, on va dire, en termes de beauté du visage, j'entends. Et j'ai bien compris que la beauté du visage était beaucoup plus prépondérante que la beauté du physique, à moins que le physique vienne absolument tout ruiner. C'est... voilà. Et donc, ce dont je me suis aperçu, c'est que oui, ce meilleur physique m'a aidé. Pour tout vous raconter, à l'époque, il y a eu une période où après ma période muscu où j'étais encore en emploi, j'ai commencé à aller avec mon frère qui est médecin en soirée médecine avec lui, à découvrir ça. Parce que avant je ne sortais pas, hein, voilà, soyons clairs, avant ma phase muscu je ne sortais jamais, j'osais pas aller dans des endroits où il y a de la musique, des machins, des trucs, même si je savais que ça pourrait me plaire, parce que je me sentais pas à ma place. Sauf que entre temps j'ai appris à avoir confiance en moi et à me dire en fait dans ces endroits-là je peux peut-être me plaire et ça vaut le coup d'essayer. Et moi j'ai beaucoup apprécié les soirées médecine avec lui parce qu'en plus musicalement c'est des soirées qui me correspondaient, c'était de la techno, des trucs qui tapent un peu et moi c'est ce que j'aime. Les soirées à écouter du Joule ou du band organisé, vraiment c'est pas mon truc, ça m'emmerde. Et donc je me suis découvert cet univers pseudo festival mais version minimaliste médecine et ça me plaisait beaucoup. Et en arrivant dans ces soirées-là où en fait, j'arrivais dans un univers où, en fait, la plupart des mecs ont pas de physique et moi, j'avais un physique qui sortait du lot, même si pas du tout aussi bien que celui que j'ai actuellement. Je me suis rendu compte que ça me permettait de sortir du lot. Alors, je me suis aussi aperçu que c'était beaucoup plus les mecs qui allaient te faire des remarques que les meufs, hein, soyons clairs. Ça, c'est un truc dans l'imagerie des mecs, c'est ouais, les meufs, elles vont te remarquer, elles vont te dire, oh, ouais, t'as un trop beau physique, t'es trop stylé. Ça n'arrive jamais. Enfin, non, c'est faux. Ça arrive, mais globalement, on va dire que ça n'arrive jamais. Soyons très clairs. C'est les mecs qui vont venir vous voir en vous disant putain mais t'as des bras, ils sont trop stylés, comment t'as fait, blablabla. C'est les mecs. Ça par contre, vous allez attirer 1000 fois plus le regard des mecs. Rien à voir avec le fait qu'ils puissent avoir une potentielle attirance envers vous. Hein. C'est juste que les mecs sont admiratifs du travail parce que beaucoup de mecs se disent putain moi j'aimerais bien avoir ce corps-là aussi. Là où les femmes pas du tout. Zéro. Par contre, tu remarques que ça peut attirer les regards, surtout quand t'es un des seuls mecs qui a un bon physique parmi un lot de mecs qui ont des physiques totalement random, voire éclatés, parce que c'est pas leur préoccupation, quoi, tout simplement. Et là, tu sens que surtout dans ce genre de cas, tu sors du lot. Et du coup, tu peux en jouer. Mais ça reste très limité. Parce qu'en fait, ce dont je me suis aperçu, c'est que, quelles que soient les circonstances, ce qui va faire la différence, c'est tout ce que tu as pu acquérir en termes de mindset et de confiance et d'estime de toi grâce à ton physique, plus que le physique qui va te servir. Je m'explique. En fait, ce dont je me suis aperçu, c'est juste que maintenant, j'ose beaucoup plus facilement sociabiliser, parler avec les gens, hommes comme femmes d'ailleurs. J'ose beaucoup plus aller à la rencontre de d'autres personnes, créer des connexions. Et en fait, juste ça, ça fait toute la différence. Et ça n'a rien à voir avec mon physique directement. C'est juste comment j'interagis avec le monde qui a évolué. Et comme maintenant, j'ai cette capacité à interagir, à être à l'aise, j'ai aussi une meilleure intelligence sociale qu'avant, parce qu'avant, j'avais zéro intelligence sociale. C'est le fait de
tout ça, toute cette confiance, toute cette capacité à aussi partager de mon expérience de vie, parce qu'avant j'avais pas d'expérience de vie. La seule chose que j'avais à partager dans une conversation, c'est du coup avec mon sacrieur et mon Yop level 200, je suis en train de farmer le donjon du Comte Arbo en ce moment. C'est de la merde. Tout le monde s'en bat les couilles de ça, évidemment. J'avais pas d'expérience de vie à partager. Le fait d'être passé par toutes ces épreuves, tous ces changements, ça me fait aussi des expériences de vie à partager, donc à apporter dans une conversation. Aussi, j'ose plus exprimer mes idées, à dire ce que je pense, à être vraiment qui je suis, à exprimer mes opinions sur des sujets de société, quels qu'ils soient, quitte à être clivant, mais qui vient nourrir des échanges que je n'aurais jamais nourris avant. Donc en fait, je deviens un personnage, on va dire, beaucoup plus entier, beaucoup plus authentique aussi, du coup, qui fait que ça permet de créer des connexions. C'est aussi des fois ce qui fait que ça ne va pas créer des connexions, parce que les gens vont se dire t'es pas du tout avec une personne avec laquelle je suis en phase et j'ai pas spécialement envie de créer une connexion avec toi. Et c'est carrément ok. C'est carrément ok. Et en fait, c'est tout ça qui a fait évoluer mes relations avec les femmes. Aussi, durant tout ce temps, j'ai appris à me rendre compte que il faut pas idéaliser les femmes, il faut en fait les mettre sur un pied d'égalité avec nous. Au sens où quand tu communiques avec elle, quel que soit le type de communication, te dire c'est un humain normal qui respire, qui boit, qui a des galères, qui a des complications, qui a des ambitions, des envies, des loisirs, etc. Et tu peux totalement connecter à égalité avec, plutôt que de te mettre en dessous d'elle et à du coup te retrouver dans une relation qui est déséquilibrée et qui en fait va te nuire. À te dire je dois pas l'offenser, je veux être bien vu d'elle. Non, en fait, il faut juste te dire, ok, on a une conversation à égalité et tout va bien. Et en fait, réajuster cet équilibre de posture dans la conversation, juste ça fait que ça crée des connexions beaucoup plus facilement. Parce que en fait, je me suis rendu compte, et moi-même, t'as pas envie de créer des connexions avec des gens qui se mettent sur des postures inférieures avec toi. T'as envie de te créer des connexions avec des gens qui ont des postures égalitaires avec toi, voire supérieures aux tiennes, qui viennent te challenger. Et donc, dans la séduction, c'est pareil. Comme moi, avant, je me mettais toujours en position d'infériorité, avec les hommes comme avec les femmes, d'ailleurs, et en fait, ça crée des connexions. Enfin, ça crée pas de connexion parce que l'équilibre était pas présent. Donc ça, c'est très important. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris à faire, mais qui est possible parce que je suis monté en confiance. Je suis monté à un niveau où je me dis, mais je peux totalement apporter dans l'échange quelque chose à cette personne. Donc, il n'y a aucun souci à ce que la relation soit équilibrée. Mais ça, c'est une question avant tout de comment vous vous sentez vous-même. C'est pas une question d'apparence physique. L'apparence physique aide à vous sentir aligné avec vous-même, mais vous pouvez vous sentir totalement aussi aligné avec vous-même sans cette apparence physique. En fait, la conclusion de tout ça, c'est je pourrais presque dire que tout ce que ça m'a apporté, cette évolution physique et ce corps, fondamentalement, si je l'avais aujourd'hui mais sans le corps, ça changerait quasiment rien. Parce qu'en fait, tout ce qui a été important, c'est tout ce que j'ai pu acquérir au travers de cette évolution physique et non pas l'évolution physique elle-même. Mais c'est beaucoup plus facile d'aller acquérir tout ça grâce à ce parcours d'évolution que sans. C'est pour ça que je recommanderais à quiconque qui se sent pas bien de travailler sur son physique dans un premier temps et parce que ça va lui permettre d'aller enjoy ce process qui va lui permettre de rayonner sur toutes les autres facettes. Là où c'est beaucoup plus dur d'aller acquérir directement ces autres facettes sans passer par ce process de je me sens aligné dans le corps que j'ai. Voilà. Mais fondamentalement, je dirais qu'il y aurait presque pas d'impact si demain je faisais 10 kilos de moins et que j'avais pour autant tout le reste en acquis. Ça aurait même beaucoup plus d'impact que avoir 5 kilos de plus qu'aujourd'hui, mais de pas avoir le reste. C'est-à-dire que demain, tu viens juste acquérir le physique, mais pas le reste. En fait, t'es juste un Mongolien qui a un bon physique. Personne ne veut parler avec un Mongolien aux dernières nouvelles. Enfin, j'espère, pour vous. Je sais pas comment vous vous positionnez sur la question. Mais personne n'a envie de parler avec un Mongolien qui a un bon physique. Personne n'a envie de parler avec un Mongolien qui a un mauvais physique. Les gens veulent parler avec des gens qui sont intéressants, qui sont inspirants, qui ont des choses à raconter, qui sont intelligents, etc. Et si en plus, ils ont un bon physique, tant mieux. Et ça, quelle que soit la relation que tu t'adresses à un homme ou à une femme. Mais quand en plus tu t'adresses à une femme, c'est d'autant plus important, bien sûr. Simplement, il faut comprendre que le physique est pas du tout si important que ça. En tout cas, la shape physique. Le physique au sens le visage, lui, est bien plus important en comparaison de votre apparence physique. Mais ça, je l'ai compris bien plus tard. Voilà un peu pour ce que ça a changé. Quelle grande leçon j'en tire et que vous pouvez en tirer. La première, je dirais que c'est la vache pourpre.
Qu'est-ce que c'est ? C'est la vache Milka. C'est la vache... vous mettez une vache Milka au milieu d'un champ de vaches, la vache violette, vous allez voir qu'elle. Tout simplement. En fait, être la vache pourpre dans un groupe, ça fait que vous êtes remarqué. Ça veut pas dire que c'est gagné, ça veut pas dire que c'est forcément positif, mais au moins vous êtes remarqué. La pire chose que vous puissiez avoir en tant que personne, c'est qu'on ne vous remarque pas. Moi, avant, j'étais transparent, totalement. Et donc, sortir du lot physiquement, ça me permet, quand je suis dans un groupe de mecs, peut-être pas d'être le centre d'intérêt, je dirais pas dire ça, clairement, mais au moins ça permet que, quand des femmes te repèrent, dans un groupe de mecs, parce qu'on va rester sur le thème de la séduction, donc je vais partir du regard des femmes, elles peuvent pas ne pas remarquer que t'as un physique hors norme par rapport aux autres. C'est logique. Tu me mets moi par rapport à un groupe d'obèses, forcément je vais sortir du lot. Tu mets un obèse par rapport à un groupe de gars musclés, forcément l'obèse va sortir du lot. En fait, être la vache pourpre du lot, c'est hyper important. Et pour ça, tu peux être la vache pourpre grâce à plein de choses. Tu peux être la vache pourpre grâce à ton style vestimentaire, parce que tu as un style hyper atypique. Tu peux être grâce à ta shape, parce que tu sors du lot par rapport aux autres gens autour de toi. Ça peut être par rapport à ta taille, hélas aussi, forcément. Si tu fais 1m40, tu vas sortir du lot par rapport aux autres gens. Je suis pas sûr que ce soit positif non plus. Maintenant, tu fais 2 mètres et tous les autres, ils font 1m70. Forcément, tu sors du lot, mais là, sur un critère plutôt positif. Donc, être la vache pourpre, c'est pas forcément positif. Or, l'être grâce à des éléments qui sont valorisés, ça l'est. Donc, tout le temps être la vache pourpre grâce à plusieurs critères qui font que tu sors du lot sur tous les aspects par rapport aux autres hommes. C'est extrêmement puissant. T'as comme levier ton physique. Alors, il y a des critères sur lesquels t'as pas la main. Encore une fois, la taille, t'as pas la main. Mais le physique, c'est un levier. Ton style vestimentaire, c'est un levier. Ta capacité à bien t'apprêter, à bien te mettre en valeur, qui passe aussi par le style vestimentaire et le physique, on est d'accord, mais pas forcément, est un levier. Donc, toujours être bien présentable, bien habillé, sentir bon, bien se tenir, avoir de belles manières. Ce sont des leviers. Et tout ça, ce sont des moyens de sortir du lot qui sont essentiels, et le physique en est un parmi d'autres, et que si tu arrives en plus à combiner tous ces éléments entre eux, parce qu'ils peuvent synergiser, ça devient game changer, tout simplement. Oser. Ça, j'en ai parlé dans le côté confiance, c'est que il y a un moment donné, si tu veux séduire quelqu'un, il va falloir oser faire le premier pas et créer la connexion par toi-même. Parce que ça n'arrivera pas dans l'autre sens. En tout cas, extrêmement rarement. Ça m'est déjà arrivé dans l'autre sens, mais c'est extrêmement rare, et la personne ne te plaît pas forcément d'ailleurs. Alors que si c'est toi qui oses créer la connexion vers quelqu'un qui te plaît, si la connexion se fait, en fait, t'as tout gagné. Mais pour ça, il y a un moment donné, il va falloir se dire, ok, je vais un peu au casse-pipe. Ça peut être, je sais pas moi, dans une soirée, dans n'importe quel contexte, et je vais parler à quelqu'un que je connais pas et je commence à créer une conversation. Ça peut être, j'envoie un message sur Instagram, très classique sur les réseaux maintenant. Ça peut être, j'ose créer une conversation pas juste friendly avec une personne que je connais déjà, pour voir s'il y a moyen d'aller plus loin dans notre relation, parce qu'on a déjà eu des premiers contacts et ça matchait bien, donc pourquoi pas peut-être aller plus loin et voir s'il y a moyen de créer une vraie relation avec. Mais il y a un moment donné, il va falloir oser franchir les steps qui font que tu passes dans la séduction, parce que si tu le fais pas, ça n'arrivera jamais. Et il y a un moment donné, il va falloir oser aussi se dire, accepter de se dire, c'est aussi la loi des nombres. Il y a un moment donné, si tu tentes de draguer une fille par an, même si tu as plein d'atouts de ton côté pour te dire je peux plaire, statistiquement, tu as à peu près toutes les chances que ça se passe pas. C'est parce que c'est logique. Toi, quand tu vois des filles, toutes les filles te plaisent pas. Et inversement. Tous les mecs plaisent pas à un profil de fille. Donc, il y a un moment donné, il va falloir être capable de te dire, c'est aussi la loi des nombres. Il va falloir que j'ose faire ça plusieurs fois. Parce que 100% des gagnants ont joué. C'est plutôt logique. Mais jouer ne garantit pas que tu réussisses. Et ça, faut le comprendre. Donc, il y a un moment donné, il va falloir oser créer plusieurs fois du contact avec tout un tas de filles. Parce que peut-être ça va marcher qu'au bout de la 10e. Et il y en a qui vont se dire, ouais, mais non, mais ça, c'est des techniques de Charo, il drague tout le monde. Je te dis pas de DM 200 filles par jour. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que statistiquement, faut accepter que quand une fille te plaît, potentiellement, tu lui plais pas. Et ce, quoi que tu fasses, parce que genre, t'es pas du tout son style physiquement, t'as pas du tout le type de personnalité avec laquelle elle peut accrocher.
Et ça, tu peux pas le savoir des fois tant que t'as pas réellement tenté. Donc il faut accepter de se dire, c'est pas contre moi quand une fille me rejette. Ça veut pas dire que je suis un enculé, que je suis la dernière des merdes, ça veut pas dire que je suis un déchet de l'humanité, juste, je suis pas son style. Tout comme toi, quand des fois tu dis non à une fille, ça veut pas dire que tu estimes que c'est une mauvaise personne et ou que quoi que ce soit. C'est juste, tu dis, non, elle, c'est pas mon style. Ou ses attentes en termes de valeurs ou son socle commun de valeurs n'est pas commun au mien. Ok, il y a pas de problème, c'est pas un souci. Et donc, faut accepter que va falloir tenter avec plusieurs filles. Parce que une fille qui tente avec un mec, elle a peut-être 90% de chances que ça passe. Toi, tu tentes avec une fille, t'as peut-être 5% de chances que ça passe. Donc, va falloir tenter beaucoup plus. Heureusement, fondamentalement, ça te coûte pas grand-chose de tenter, donc tente. Et c'est pas un problème. Parce que, oui, contrairement à ce que les gens pensent, et ça, c'est mon côté moins Walt Disney de l'époque, c'est, il y a pas une femme de ta vie. Il y a plein de fins. Enfin, je pense que c'est très cool de trouver la meuf avec laquelle t'as envie de passer des années avec. Et que quand tu l'as trouvée, t'as pas envie d'aller en voir d'autres. C'est très bien. Néanmoins, il y a plein de candidates potentielles en réalité. C'est-à-dire que il y a pas une femme sur les 3 milliards et demi de femmes sur Terre qui est la femme de ta vie. Il y en a des centaines de milliers. Simplement, une fois que tu l'as trouvée, tu la gardes. Mais des candidates potentielles, il y en a des dizaines ou des centaines de milliers. Et c'est logique, statistiquement. Sinon, personne ne trouverait la femme de sa vie. S'il y en avait qu'une sur Terre, comment ça se fait que, comme par hasard, elle est française, tu vois. Je sais pas pourquoi elle est pas italienne, allemande, espagnole, j'en sais rien. Pourquoi elle est pas thaïlandaise, japonaise. S'il y en a qu'une sur 3 milliards et demi, je vois pas pourquoi elle serait en France. En plus, dans la même ville que toi. Putain, incroyable. Donc non, il y a plein de candidates potentielles avec lesquelles ça peut matcher, mais faut tenter. Et à un moment donné, il va falloir tenter, il va falloir accepter donc de se faire refouler, il faut oser et il faut accepter le rejet. En fait, c'est ça le truc le plus game changer dans les relations, c'est que quand tu as plus confiance en toi, en qui tu es, tu prends plus autant les choses à cœur et personnellement, tu dis ok, elle veut pas de moi, je lui plais pas pour x, y raison, qu'importe, c'est ok. Peut-être c'est dommage, tu dis putain, dommage, celle-ci, vraiment moi ça matchait bien, c'est dommage, ok. Mais c'est pas grave. Tu le prends pas personnellement et tu te dis ok, au moins j'ai tenté, je sais où j'en suis avec elle. Et je ferai sûrement une autre rencontre là dans le mois qui va venir, dans les 2 mois qui vont venir, avec une autre fille où je vais me dire putain, avec elle ça pourrait être très stylé aussi. Et voilà. Donc il faut oser accepter le rejet et ne pas prendre les choses personnellement et à cœur. Aussi, je dirais que l'expérience de vie principale à retenir de tout ça, c'est que c'est ce qui sous-tend l'évolution qui est important, et c'est pas l'évolution physique en tant que telle. C'est tout ce qui sous-tend notre évolution physique qui fait la différence dans la séduction. Confiance en soi, estime de soi, le non-verbal qui est lié à notre apparence physique, notre posture, notre capacité à mieux nous exprimer, à être vraiment singulier et être qui on est réellement quand on s'expose auprès de quelqu'un d'autre, de ne pas chercher à se travestir et à montrer un avatar de qui on est, mais être vraiment authentique dans l'échange, pour que la personne se dise ok, cette personne me plaît vraiment ou cette personne me plaît pas. Et ça, c'est vraiment possible que quand t'es entier et que t'es aligné avec toi-même. Donc c'est important de faire ce travail au préalable sur soi-même avant de chercher à séduire. Donc bref, ce qui sous-tend l'évolution physique est le plus important. Et enfin, avec ce côté être aligné avec soi-même, c'est accepter d'être clivant. Accepter d'être clivant, ça veut pas dire se comporter comme un enculé pour que les gens aient un regard clivant sur toi, c'est accepter d'être entier pour se dire ok, si je ne plais pas à quelqu'un, je préfère le savoir tout de suite. Je vais pas me travestir, dire des choses que je ne pense pas, pour que cette personne, potentiellement, je lui plaise, et que ensuite, a posteriori, je sois vraiment moi-même. Mais comme je aurais plu avant, elle fera avec. Non. D'un côté comme de l'autre, c'est important d'être entier, d'être aligné, de savoir s'exposer tel qu'on est et se dire, peut-être que du coup, en étant comme ça, je vais rejeter, 95% des femmes je vais pas plaire à 95% des femmes. Et c'est ok. Parce que ça veut dire que le 5% à qui je plais, je leur plais vraiment. Et donc, je vais pouvoir vraiment créer une belle connexion. Forte, authentique. C'est pas grave. Le but, en fait, dans toute cette démarche, c'est pas de se dire, je vais plaire à un maximum de femmes. C'est, je veux plaire au type de femmes auxquelles j'ai vraiment envie de plaire. Et en toute logique, la majorité des femmes sont pas censées être des femmes auxquelles tu as envie de plaire. Tu es censé avoir quand même un certain archétype, un certain profil psychologique et physique de femme avec lequel tu sais que
c'est avec ce genre de personne que tu as envie de construire. Parce que c'est ce genre de personne qui a tes valeurs, qui a ton même paradigme de vie, en fait. Et ton paradigme de vie n'est pas censé être partagé par 100% des gens. C'est logique. Et inversement. Donc, si tu plais à tout le monde, quelque part, c'est que tu plais vraiment à personne. Donc, accepter ce clivage, accepter que peut-être je vais plaire qu'à 3% des femmes, mais que quand je connecte avec une femme de ce 3%, là, je sais que je peux avoir une vraie, belle connexion. Parce qu'on est réellement alignés et on sait tous les deux vraiment qui on est et on sait que ça peut réellement matcher. Et ça, c'est le truc le plus important. Arrêtez de chercher à plaire au plus de personnes, mais simplement aux personnes à qui on a vraiment envie de plaire, qui peuvent vraiment nous plaire. Et pour ça, il faut donner les outils à la femme en face de toi pour qu'elle puisse comprendre qui tu es et si ça peut matcher. Et donc, accepter d'être clivant, donc accepter d'être authentique, accepter d'être qui tu es. Quitte à ce qu'elles se disent « Putain, ce mec-là, c'est vraiment un enculé, j'en veux pas. » Tant mieux! T'as gagné du temps. Elle a gagné du temps, t'as gagné du temps. T'as pas envie... En toute logique, ton temps est précieux. Donc, t'as pas envie de perdre ton temps dans des relations qui sont en fait vouées à l'échec le jour où tu vas savoir qui est vraiment la personne avec toi. Autant le savoir tout de suite. Vous gagnez tous les deux du temps. Très bien. Ça veut pas dire que vous estimez que cette personne est une mauvaise personne, juste vous savez que cette personne n'est pas compatible avec vos attentes. Très bien. Tant mieux. Il n'y a pas de souci. Vous gagnez tous du temps. Voilà pour la séduction sur l'avant, après muscu. Il y en a qui s'attendaient peut-être à un truc plus drôle, plus... se muscler, ça a trop changé sa vie, il chope tout le monde. Non, pas du tout. Ça ne se passe pas comme ça. En fait, c'est tout ce qui, encore une fois, sous-tend l'évolution qui est fondamentale. Et vous pourriez, dans l'absolu, obtenir tout ça sans cette évolution physique. Et ça changerait vos relations sans pour autant avoir changé physiquement. Mais c'est plus dur d'obtenir tout ça sans l'évolution physique au préalable. D'où le fait que je prône ce travail sur vous-même et sur votre physique pour aller chercher toutes ces qualités qui sont celles qui font vraiment la différence. Aujourd'hui, je ne m'exprimerai pas comme je m'exprime lorsque j'ai des conversations ou des échanges. Ça se passerait très mal. Mais parce que maintenant, j'ose dire qui je suis. J'ai travaillé sur mes capacités physiques, mon aisance sociale, ma confiance, mon éloquence, toutes ces thématiques pour devenir quelqu'un de plus intéressant, de meilleur et qui sort du lot et qui, je l'espère, est de plus en plus une vache pourpre au sein d'un groupe d'hommes pour qu'on se dise « Ah, Amaury, c'est quand même celui qui sort le plus du lot dans les personnes que je vois. » Donc, c'est avec lui que je vais d'abord commencer à échanger pour créer de la connexion et voir quel échange on peut avoir, tout simplement. Voilà pour cette partie expérience de vie. On passe à vos questions. Bon, le podcast sera long, 1h30, je pense, un truc comme ça, mais c'est pas grave, c'est très bien aussi. Moi, j'aime bien. Ça me dérange pas. Ok, vos questions. Je reprends donc la petite box que j'ai mis sur Instagram, amaury.vermerge comme d'habitude, si vous ne me suivez pas. Alors, est-ce que je prends les questions en lien avec la thématique tout de suite? Ouais, allez, on va faire ça. Un critère essentiel pour qu'une femme te plaise. Alors là, c'est quand même assez difficile de répondre dans le sens où j'ai évidemment beaucoup de critères différents, mais je dirais que un des critères fondamentaux qui fait souvent le plus défaut actuellement, c'est le fait d'être aligné sur mes valeurs de vie qui sont que, à ce stade de ma vie, le développer mon business et mon activité, c'est ma priorité absolue. Et donc, rencontrer quelqu'un qui est prêt à accepter que je ne peux pas lui accorder beaucoup de temps. En général, en début de relation, c'est pas forcément un problème. La personne pense prendre conscience de ce que je lui dis, mais elle rend compte après quelques temps que quand je lui dis j'ai pas beaucoup de temps à t'accorder, j'ai réellement pas beaucoup de temps à t'accorder. Et il y a des personnes qui ont besoin de se voir, je sais pas moi, 4 fois par semaine pour créer de la connexion. Moi, je le dis tout de suite à chaque fois, c'est pas possible, c'est même pas envisageable. 2 fois au max. Et est-ce que t'es ok ou pas avec ça? En général, en début de relation, c'est ouais, mais je comprends, c'est normal, tu développes sur tes trucs. Moi, je trouve ça passionnant ce que tu fais, blablabla, blablabla. Et passer quelques semaines, c'est en mode ouais, on se voit pas assez, ça m'énerve, blablabla. Bah oui, mais je te le dis depuis le début. Et en plus, on serait à un stade où quand on se voit, on pourrait faire des trucs de malades mentaux parce que j'ai réussi à suffisamment développer mes business pour qu'on puisse faire des activités de fou. Ça pourrait compenser, mais on n'en est pas à ce stade-là. Alors, j'en suis à un stade bien plus avancé qu'il y a quelques mois, ou quand c'était le cas il y a quelques mois, bah forcément c'était très limité parce que bah même financièrement j'avais d'autres priorités et je gagnais pas ce que je gagne aujourd'hui. Maintenant ça va bien mieux parce que forcément quand tu gagnes
1200 balles avec ton activité et quand t'en gagnes à ce jour 5000, tu fais pas les mêmes choses. Pour autant, j'ai pas prévu de tout dépenser en loisirs et en divertissement. La preuve, j'ai réinvesti 6000 balles dans un accompagnement parce que ma priorité, c'est de développer ça. Donc, j'investis en priorité sur moi-même. Donc, il faut que la personne en question soit prête à accepter ça. Et je dirais que c'est un des critères essentiels à ce jour. Une femme qui comprend vraiment mon mode de vie, mes ambitions. Mais j'avoue que je pense pas que ce soit possible à ce stade et que va falloir que j'accepte que je vais rester seul un moment, le temps de trouver, le temps d'en être plus loin pour que j'en sois à un stade de vie où la personne se dise « Ah, il a vraiment réussi ce qu'il devait réussir dans sa vie, mais avoir une femme qui me soutient dans mon process, je pense que j'en trouverai pas. Je peux me tromper, mais je pense que j'en trouverai pas. » Et je l'accepte très bien, ça me bat ainsi. Ça fait partie des éléments sur lesquels je suis prêt à faire des concessions à ce jour pour développer en priorité mon activité. Intéressant. Ton déclic pour te lancer sur les réseaux, j'en avais parlé rapidement tout à l'heure, le fait de ne pas avoir une vie alignée professionnellement avec qui j'ai envie d'être et de ne pas avoir d'avoir l'impression de rien apporter au monde au travers de mon activité de chef de projet. Et donc, j'ai décidé de changer pour ça. Aussi pour l'aspect financier, bien sûr, parce que c'est essentiel. Quand tu es chef de projet et que tu gagnes 2000 € par mois, grosso modo, moi je considère que c'est rien du tout, que c'est très loin de mes standards de vie. Et donc, me lancer sur les réseaux et ma propre activité, mon propre business, c'est aussi ce qui me permet d'aller beaucoup plus loin à ce jour en termes de revenus, beaucoup plus loin en termes de sens, parce que j'aide des hommes à aller mieux dans leur vie, en suivant en fait, en leur montrant le chemin que j'ai traversé il y a quelques années auparavant pour qu'ils puissent l'emprunter à leur tour. Et donc, j'ai une vie où je gagne mieux. Je suis beaucoup plus aligné avec qui je suis. Je fais des actions qui ont du sens, qui ont de l'impact concret dans la vie des gens. Là où quand tu es chef de projet dans l'informatique, franchement, tu as un impact zéro sur la vie des gens et le monde. Et pour moi, ça n'a pas de sens d'avoir une vie qui n'a pas d'impact sur le monde. Je veux avoir un impact sur le monde qui m'entoure. Un impact du point de vue du développement physique dans le cadre de mon activité, mais aussi du point de vue aider mes proches, aider mon entourage, aider ma famille grâce à l'impact financier que j'ai qui me permet de changer leur vie aussi. Et en combinant les deux, c'est la meilleure chose qui puisse être, je trouve. C'est un des plus beaux accomplissements que tu puisses avoir en tant que personne sur Terre. Comment ne plus être introverti ? Je dirais qu'il ne faut pas chercher à ne plus être introverti. D'ailleurs, je ne suis pas revenu sur ce point-là. Je me considère comme toujours introverti. Simplement, je l'accepte totalement et je sais passer outre quand je le souhaite. Là où avant, j'étais introverti, on va dire maladif, je subissais. Je ne suis absolument pas quelqu'un d'extraverti à ce jour. J'aime pas être fondamentalement au centre de l'intention. J'aime encore moins faire le pitre au milieu de tout le monde. C'est pas mon truc du tout. Mais je sais aller parler quand j'en ai besoin, quand je le souhaite. Je sais aller briser la glace. Je sais créer des connexions et je pense que c'est ça qui est important. Faut pas rejeter le fait d'être introverti. Au contraire, faut juste savoir passer outre quand tu sais que ça peut avoir du plus dans ton quotidien et que ça va créer des belles connexions que de sauter le pas et d'oser. C'est juste ça. Mais faut pas chercher à ne plus être introverti au sens propre du terme. Et là, encore une fois, me développer physiquement, développer ma confiance en moi, apprendre à travailler sur moi, avoir une rigueur, être fier de qui je suis, avoir une bonne hygiène de vie, un bon lifestyle, avoir un parcours de vie intéressant à partager. C'est tout autant d'éléments qui m'ont aidé à faire ce travail. Pourquoi tu as commencé à te muscler ? Du coup parce que je me sentais maigre, j'aimais pas ma vie, je me sentais inintéressant, transparent. Ça, je l'ai partagé tout à l'heure. Est-ce que manger plus de protéines fait prendre plus ? Non. Manger plus de protéines, il faut manger assez de protéines pour fournir à ton corps le matériel nécessaire pour construire du muscle. Ça, j'en parle dans une de mes masterclass. Faut pas hésiter à me contacter pour les recevoir, d'ailleurs en DM sur Instagram, où je dis que l'équation de la progression se résume à 3 paramètres. Premier paramètre, un entraînement assez intense. L'entraînement, c'est le prétexte pour que ton corps change. Si tu lui donnes pas une raison de changer parce que tu lui fais subir un stress intense, il ne changera pas. Ensuite, tu as les protéines, c'est le matériel pour construire le muscle en réponse à ce stress. Et ensuite, tu as la calorie, qui est l'énergie nécessaire pour exploiter ces protéines pour construire le muscle en réponse à ce stress. Il te faut ces 3 éléments. Si tu manques de un de ces 3 éléments, tu peux complètement ralentir, voire niquer ta progression.
Mais tout passe initialement par un entraînement assez intensif parce que demain, tu apportes à ton corps plus de protéines et plus d'énergie. S'il n'a pas de raison de les exploiter, il va juste les stocker en gras et t'es mal. Et passer un certain seuil de protéines, t'apportes plus de matériel que ton corps en a besoin. C'est pas grave d'un point de vue santé, simplement il va rien en faire de plus que utiliser cette énergie, parce que les protéines sont aussi une source d'énergie, pour ses autres besoins. Et si tu apportes trop d'énergie au global, ils veulent stocker en gras, tout simplement. Donc non, pas besoin de consommer des quantités stratosphériques de protéines, juste ce qu'il faut, entre 1,8 g et 2,2 g par kilogramme de masse sèche, et ça ira très très bien. Ensuite, nous avons poids du corps ou salle. Quel est le plus efficace pour prendre vite ? Les deux sont très efficaces. Néanmoins, la salle reste le meilleur outil, le plus pratique en tout cas, et celui qui te permettra d'aller le plus loin. Pourquoi pour autant je prône le poids du corps ? Parce que vous devez avant tout avoir une pratique sportive qui vous correspond. Si vous préférez le poids du corps à la salle, c'est pas parce que c'est un petit peu moins efficace, un petit peu moins opti, un petit peu moins pratique on dira, que c'est pour autant pas efficace du tout et que vous n'allez pas évoluer grâce à ça. Si vous allez à la salle et que vous subissez vos entraînements parce que vous détestez ça alors qu'en fait vous adorez faire des tractions, des dips, des handstands ou que sais-je, faites du poids du corps. Encore une fois, pensez long terme. Faites ce qui vous plaît le plus. Vous aurez plus de résultats en vous donnant à fond et en étant assidu dans des entraînements qui vous plaisent mais qui sont un peu moins optis qu'en ne faisant pas des entraînements qui sont les plus optis du monde. C'est toujours la même chose. Idem dans votre temps de séance, idem dans votre fréquence d'entraînement. J'en ai parlé en première partie avec moi, comment je pense ça pour moi. Et voilà, non, juste faites ce qui vous plaît le plus, les deux vous apporteront des résultats. Simplement, ayez pas tout à fait les mêmes attentes. Maintenant, quand vous êtes un total débutant, franchement, il n'y a pas grande différence. C'est plus quand on arrive sur des niveaux intermédiaires et surtout avancés que là, ça fera une grosse diff. Maintenant, le temps que vous en soyez là, vous aurez probablement surclassé toutes vos ambitions d'objectifs d'évolution physique d'ici là. Donc, en fait, vous serez jamais concerné. Et aussi accepter que peut-être la salle, c'est trop chronophage ou pas pratique pour vous. Vous avez très peu de temps, vous devez vous entraîner à la maison. Acceptez de faire du mieux que vous puissiez avec les outils que vous avez. Donc, le poids du corps à la maison. Et c'est très bien aussi. C'est toujours mieux de faire 3 séances de 40 minutes par semaine que 5 d'une heure et demie que vous ne pouvez pas faire. Faites 3 séances de 40 minutes, vous exploserez physiquement par rapport à si vous n'aviez rien fait. Et vous irez probablement bien plus loin que ce que vous espériez. Donc, c'est tout bénef. C'est d'ailleurs la philosophie que j'ai dans mon accompagnement Renaissance en termes d'entraînement et que je prône depuis le début. Arrêtez de faire ce que vous ne pouvez pas faire. En tout cas, de vouloir faire ce que vous ne pouvez pas faire. Contentez-vous de ce que vous pouvez faire et qui vous plaît, qui est aligné avec vous et qui déjà vous apportera largement les résultats que vous souhaitez. Être musclé, est-ce que ça aide vraiment à être... Je la refais. Être musclé, ça aide vraiment à ne plus être invisible ou pas. Bon, les gars, va vraiment falloir que vous appreniez à écrire. Parfois, c'est une catastrophe. Ça aide, SA, c'est pas possible. Ça, c'est... Ça fait partie des trucs que vous devez améliorer. Si vous voulez être aussi mieux perçu des femmes, apprenez à vous exprimer correctement, que ce soit à l'oral, dans vos formulations, le vocabulaire que vous utilisez, à être agréable à écouter, ne pas avoir une voix monotone, etc. Bref, être un minimum éloquent, bien sûr, mais aussi apprendre à écrire correctement dans vos messages et à construire des phrases qui ont du sens. Si vous envoyez des messages genre en DM à une meuf et que y a des fautes tous les 3 mots, soyez pas surpris qu'elle vous prenne pour un débile mental. Ce sera entièrement mérité. Bon, après, peut-être qu'elle aussi, elle écrit comme une débile mentale. Auquel cas, finalement, peut-être que ça vous fera un point commun et ça matchera. Mais bon, je vous le souhaite pas. Exprimez-vous bien. Le nombre de fois, c'est pas pour flex, mais où des femmes m'ont dit, en échangeant par message, tu t'exprimes bien. Alors que je m'exprime, franchement, normalement, à mes yeux. J'ai rien d'exceptionnel. C'est juste que la plupart des mecs s'expriment tellement mal, ne savent tellement pas formuler des phrases, des idées, ou exprimer des choses de façon intelligible et compréhensible, que juste quand tu t'exprimes normalement, je vais pas dire tu passes pour un poète parce que c'est pas le sujet, mais juste, tu sors du lot. Alors que 30 ans en arrière, en t'exprimant de cette façon-là, tu serais pas du tout sorti du lot. C'est juste que le niveau d'expression orale et écrite des hommes moyens est de nos jours tellement bas que juste s'exprimer normalement, savoir faire des phrases correctes, construites, qui ont du sens avec un peu de vocabulaire, fait que tu surclasses la plupart des mecs quand tu veux séduire.
Ou quand tu veux même pas séduire, d'ailleurs, même professionnellement, le nombre de fois où on m'a dit « Ah, toi, c'est bien quand tu t'exprimes, je comprends bien ce que tu veux que je fasse, je comprends bien quelles actions je dois mettre en place. » Alors que je m'exprime normalement. C'est le niveau, pour moi, ma capacité d'expression, c'est le niveau 0 que devrait avoir un homme de nos jours. Sauf que de nos jours, en comparaison du reste, je suis dans le top 10%. C'est pas normal. Mais donc forcément, ça joue aussi sur l'aspect séduction. Donc non, vraiment les gars, conseil game changer en séduction et dans vos vies, en business, dans quoi que ce soit, apprenez à vous exprimer correctement. La plupart des gens, vous savez pas formuler 3 phrases et c'est une catastrophe. Mais c'est comme en entretien d'embauche. Les gens, souvent les recruteurs, quand ils font des entretiens d'embauche, ils vous diront, mais la plupart des gens qu'on a, ils savent pas s'exprimer. Ils ont aucune assurance. C'est une catastrophe. Ça donne pas envie de bosser avec toi. Même si t'es peut-être ultra compétent sur le papier. Donc, non, ça c'est de toutes les compétences au-delà du physique. Je vous conseille vraiment de développer votre physique. Oui. Mais la deuxième compétence que je vous recommande vraiment de développer, c'est votre éloquence, votre capacité à bien vous exprimer. C'est game changer. Moi, je vendrais pas mes accompagnements si je m'exprimais pas correctement quand j'ai les clients au téléphone. Si je parlais sans assurance et qu'ils comprenaient rien à ce que je racontais et que je m'exprimais mal et que je parlais comme un Mongolien en lacostéenne, jamais de la vie quelqu'un payerait pour mon service. Mais c'est logique. Surtout quand tu proposes un service censé être premium, tu te dis, je veux que le gars en face de moi ait l'air premium dans sa façon de se présenter, dans sa façon de s'exprimer aussi. Parce que quelque part, t'es la vitrine de ton service. Donc, si la vitrine du service, c'est une vitrine sale, cassée, avec des tags dessus, tu te dis, oui, le gars, il se prend pour Louis Vuitton, mais il a une façade d'un bar à chicha. Je vais peut-être pas y aller, tout simplement. Et donc, c'est valable aussi en séduction. Allez, dernière question. Comment ne pas perdre la motivation pour s'entraîner? Ça va reboucler sur le point d'avant. Faites ce que vous aimez. Faites ce que vous aimez. Vous aimez la musculation en salle, faites de la musculation en salle. Vous aimez faire du poids du corps, faites du poids du corps. Vous aimez faire du crossfit, ça me fait mal au cœur de le dire, faites du crossfit. Vous aimez la gym, faites de la gym. Vous aimez la course à pied, faites de la course à pied. Arrêtez de vous imposer des trucs que vous détestez. Ou alors, il faut que ce soit minime en termes de pourcentage dans votre activité. Qu'il y ait une part de choses que vous n'aimez pas, que vous vous forciez à faire. Ça fait sens. Je dis pas qu'on doit faire 100% des choses qu'on aime, mais il faut qu'en majorité, on aime ce qu'on fait et qu'on aime le process global. Si vous aimez faire des séances longues, en poids du corps, en muscu, faites des séances longues. Si vous aimez faire des séances plutôt courtes, mais plus de séances, faites des séances plutôt courtes, mais plus de séances. Privilégiez les exos que vous préférez aussi. Je sais pas, moi, vous détestez faire des pompes. Il y a plein d'autres exos pour se développer physiquement que les pompes. Vous détestez faire, je sais pas moi, en muscu du développé couché, faites pas de développé couché. Il y a plein d'autres exos pour développer vos pecs que du développé couché. Voilà, soyez cohérents, mettez un maximum d'éléments que vous appréciez, créez de l'adhésion à votre programmation, votre programme au sens large du terme, et ayez un objectif qui est vraiment aligné avec qui vous êtes. Si vous avez un objectif qui a du sens pour vous et que le chemin que vous empruntez est constitué au maximum d'actions que vous appréciez, vous n'allez pas perdre en motivation. Et bien sûr, faites en sorte que ces actions soient les bonnes, parce que le plus vite vous aurez des résultats et le plus ces résultats seront conséquents, le plus vous allez enclencher un cercle vertueux qui fait que vous allez adorer ce que vous faites, parce qu'en plus vous vous voyez évoluer, vous voyez que vous êtes sur le bon chemin. Le plus on voit qu'on est sur le bon chemin, le plus on a envie de continuer d'emprunter ce chemin. C'est logique. Et d'ailleurs, à ce propos, quand votre objectif c'est l'évolution physique, comme ça prend du temps comme process, il y a que la perte de gras vraiment très poussée, 20-30 kilos, qui peut aller très vite parce que vous allez avoir des résultats très vite sur la balance. La prise de muscle, c'est plus long, c'est comme ça. Ayez des objectifs parallèles qui ont du sens pour vous. Par exemple, augmentez votre nombre de répétitions sur certains mouvements. Ça va aller plus vite que votre prise de muscle. Augmentez votre force sur un exercice. Ça aussi, ça va aller plus vite que la prise de muscle. Parce que juste faire le mouvement va vous faire monter en compétence dessus très rapidement et en quelques séances, vous allez vous voir évoluer. Et c'est pour ça que je vous invite à avoir un carnet d'entraînement et à noter votre progression, parce que vous allez vous voir évoluer sur d'autres paramètres que juste le simple élément de l'évolution physique, qui est le paramètre le plus long. Donc vous voir évoluer sur ces autres paramètres, ça va aussi vous rendre fier de qui vous êtes, vous valoriser, vous dire « Ah ouais, putain, c'est vrai que par rapport à il y a 2 semaines, je fais 3 reps de plus, 2 reps de plus de ça, j'ai amélioré ma technique, je suis plus à l'aise, je suis moins fatigué, trop bien. » Donc vous allez en plus évoluer sur d'autres paramètres
qui sont en lien avec votre évolution physique et enclencher ce cercle du coup vertueux encore plus vite. Et ça, c'est fondamental. Mais in fine, la logique la plus importante globale, c'est objectif qui a du sens pour vous, process avec un maximum d'actions qui vous plaisent dedans. Et si vous alignez ces deux-là, easy, vous allez vous transformer. Et ah oui, dernier point, allez-y petit à petit. N'hésitez pas au début, pour ancrer dans vos habitudes la pratique sportive, la routine sportive, etc., si vous avez du mal, à faire peut-être que 2 séances ou 3 séances par semaine. Hein. C'est très bien déjà. Passer de 0 à 2 ou 3, c'est énorme comme progression. Vous faites pas une transition de 0 à 5 ou 6 direct. Surtout que, 1, vous en avez peut-être pas forcément besoin, et de 2, c'est pas pratique pour vous. Parce que c'est le meilleur moyen de faire ça 2 semaines, de se motiver au début parce que vous avez un peu la flamme de la motivation sur les 2 premières semaines et après vous allez tout arrêter. Voilà, je vous le dis, à chaque fois c'est la même chose, c'est ce que je dis à tous mes élèves qui ont pour beaucoup ce parcours-là à avoir abandonné 3 milliards de fois parce que mauvaise approche. Pas parce que les exos étaient mauvais, parce qu'ils mangeaient pas bien ou pas parce qu'ils savaient pas les bonnes connaissances pour évoluer physiquement, mais juste parce qu'il manquait d'adhésion, il manquait de la bonne approche pour s'entraîner d'une façon alignée avec qui ils sont. Donc ça, c'est fondamental. Et ça fait une petite heure 30 de podcast. Je pense qu'on est pas mal. Je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait plaisir ce nouvel petit épisode, qu'on ait parlé un peu de séduction, de bien-être, de toutes ces thématiques qui sont franchement très cool. Moi, c'est des choses que j'aime beaucoup aborder. Probablement que le prochain épisode, à vous de me dire si c'est ce que vous voulez, on fera sur l'addiction aux jeux vidéo, mon passif par rapport à tout ça et mes 10 000 heures sur Dofus en l'occurrence, et des centaines d'heures sur 3 milliards d'autres jeux console ou PC. Et bref, j'ai un sacré passif à ce niveau-là. On en discutera. N'hésitez pas à poser vos questions en lien avec ça d'ailleurs sur YouTube. Comme d'hab, moi je les reprends pour les prochains podcasts. Je ferai des box sur Instagram pour que vous puissiez aussi poser vos questions. N'hésitez pas. C'est tout pour aujourd'hui. Abonnement, like, 5 étoiles sur Spotify. Le lien pour découvrir ce dont on parle, l'accompagnement Renaissance, dans la description. C'était Amaury, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Davai.